Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le dimanche 4 avril. Wow, wow, wow. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je ne sais pas, il y a eu un bug. Eh ben on reprend, c'est pas grave, on est des pros. Nous sommes le dimanche 4 avril 2021, il est exactement 11h30 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 60e volet de l'Entrepod en direct de Podren, mesdames, messieurs. Ouais. Alors, aujourd'hui, une équipe au grand complet, mais à demi, car nous sommes 4 de la troupe sur 8, donc la moitié, mais la bonne moitié. En gros, la chantilly sur le liégeois, la banana sur le split, les pruneaux dans le phare, la guémenée dans la galette, les bulles dans le champagne ou l'alcool dans le sous-chêne. En gros, le haut du panier. Car oui, le bas n'étant pas chaud pour parler en public, timidité oblige, vous connaissez Didouille, ce sera cette moitié d'Entrepod qui vous servira pendant 7h30. Mais, comme disait ma grand-mère, et ce n'est pas avec un panier percé que tu pars aux champignons, ni au hérisson, sursu si tu veux trouver des chardons moelleux. Ok, ça veut rien dire, je suis d'accord, mais le disais tout le temps. Donc je voulais vous en faire partager. C'est avec bravoure et fierté que je vais présenter la team du jour. Et en ce week-end, Pascal, il est bien présent. On aurait raté ce rendez-vous pour rien au monde. Ah oui, Podren, le rêve pour qui aime l'alcool et faire des belles fiestas rodées de sous-chêne. Oh mon Dieu, que j'aimerais voir ça. Mais pas pour lui. Pour lui, c'est plutôt Gina ou Cacolac, ou au pire, un verre de cidre, mais avec une telle quantité d'alcool, je ne réponds plus de rien, et lui non plus. La seule fois où je l'ai vu se retourner avec 20 centilitres de kir, Dame Didouille a failli appeler le 15, c'est dire pas fort sur l'alcool le gars. Mais bon, sa moitié et moi buvons pour lui, puis il faut bien qu'il ramène la voiture, j'ai nommé Monsieur Lulu. Bonjour. Ah, et quand micro, on Ludo. parle du haut du panier, hein, on voit à peine ses cheveux qui dépassent, et pourtant il est bien debout dans le panier, l'homme de tous les courages, sur qui on peut se reposer, la main forte, le poil luisant, avec cette petite étincelle au fond des yeux, hein, que si elle jaillit donnera naissance à l'horrible JR, son double alcoolique, qui je me demande bien s'il aime le chouchen et la décadence, celui-là. Peut-être nous fera-t-il l'honneur de décortiquer les chroniqueurs ici présents et le reste de la team cachée derrière leur écran. Toujours est-il qu'ils sont bien là tous les deux pour notre plus grand plaisir, j'ai nommé Arnaud. Bonjour, bonjour deux fois du coup. Ah, qui je vois, mais oui, ce petit maître vénéré. Alors lui, pas de soucis. Sous-chêne, bière, cidre, blonde, rousse, brune, ambrée, tout ce qui a des bulles et qui peut apporter de l'alcool et de la bonne humeur, c'est pour lui. L'investigateur de l'Entrepod, le créateur des ondes, l'immense, le généreux, le chef, comme il se fait appeler. Le gars à qui je donne en dernier mon coup de cœur et qui ne me dit même pas « Marius, putain, bordel, l'émission, c'est dans 20 minutes !» Non, lui, il me dit Marius, la prochaine fois, tu pourras me le donner un tout petit peu plus tôt, mon petit chat. » Alors, il est gentil, il est mignon, il est sympa. Alors, c'est à toi de reprendre les rênes de l'émission. Montre, on montre ce que 4 gars sympathiques peuvent faire avec pas grand-chose aujourd'hui. Ce sera la team sous-chêne et l'entraîneur, le coach, c'est Nico. À toi, mon grand. Eh ben, disons que merci, 4 garçons dans le vent. Alors Ludo, si je peux me permettre, t'es vraiment ton dans le micro, vent tu avec souffles ton micro. beaucoup. Ouais. Ah, c'est horrible. C'est Faudrait bizarre. que tu l'éloignes un petit peu, voilà, pour nos auditeurs, pour les gens qui sont en live, parce que nous sommes en live pour cette édition de Podren 2021. Donc c'est la 3e fois qu'on est au programme de Podren, 2e fois à distance, mais on est là, on est en live, on est parmi vous. Vivement qu'on puisse y retourner pour de vrai, parce que s'ils veulent bien de nous, hein, parce que Vu le bordel. avec nous, parce que c'est quand même quelque chose de se produire devant un public, de discuter avec d'autres podcasteurs et surtout de rencontrer des auditeurs. Alors si vous nous écoutez, on espère pouvoir vous y croiser très prochainement et pourquoi pas d'ici l'année prochaine. Alors, si vous nous suivez régulièrement, vous savez que malheureusement notre épisode qu'on devait faire la semaine dernière a été annulé, hein, pour les raisons que vous savez, mais ça n'est que partie remise, c'est ce qu'on espère. Et puis pour notre retour, il y a un mois, on a eu plein de super messages de nos auditeurs nous disant qu'on vous manquait, que vous étiez très heureux de nous retrouver. Et donc ça fait très très chaud au cœur et ça nous motive encore plus à continuer. C'est de dire la vie de merde qui cœur avec les doigts. Je sais pas le faire d'ailleurs. Je vois ça. Alors c'est pas radiophonique, mais si vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il sait pas faire un cœur avec les doigts, quoi. Donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, Marius, on est en équipe assez réduite. Freddy, c'est son anniversaire, donc il a préféré pas venir, il a d'autres priorités. Donc bon, voilà, on peut le comprendre. Donc il y a forcément non plus pas Christelle à nos côtés. Au fait, je me posais des questions. Vous avez des news de Christophe là, suite à la dernière chronique d'Arnaud? Vous savez si c'est pas plus avec son cheveu? Non, malheureusement, il était pas dispo, Christophe, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, donc on lui fait des gros bisous. Et on espère se retrouver très prochainement en poussant un petit peu les mèches, et puis voilà. Didouille, elle fait sa timide, voilà. Mais peut-être qu'elle passera faire un petit coucou, je sais pas, Ludo, est-ce qu'elle a prévu de passer une tête? Non, pas vraiment. Ça dépend, si elle est encore en pyjama, ça va être compliqué. Je crois qu'elle est sur la partie de l'écran qu'on voit pas là.
Plutôt vers le bas. Ok. J'avais pas compris, moi, je suis trop con. Et puis Starlet, elle est là, elle est à côté de moi, mais comme elle m'a dit, j'ai galéré à me débarrasser des Kenkyu, c'est pas pour me les taper dans l'entrepode, donc vous ne la verrez pas, vous ne la verrez plus. Mais en fait, elle participe quand même un tout petit peu à Podren, puisque si vous suivez l'édition depuis hier, elle fait partie de la programmation musicale avec Saperli Starlet, et je crois que même que Marius il est dedans aussi, avec le morceau qui passe. Voilà. Ouais, ça se pourrait bien, ouais. Et donc Oui, ça doit bad être, guy. je crois, exactement, je crois que ça doit être la première fois en 8 ans qu'on a aucune fille au micro dans une émission de l'Entrepode. Donc, Eh ben, avec voilà, l'Entregas, ça, va c'est pas être top. ça va. Voilà, je sais pas si ça va le faire baisser, on verra bien. En tout cas, on est prêts de se retrouver tous ensemble et tout le monde autour de la table. Voilà. Avant de lancer l'émission, voilà, on prend notre temps parce que nous on a 1h30 par rapport à tous les autres qui ont 1 heure pendant Podren. Nous on est tranquille, cool, décontracté. Je voulais saluer une initiative complètement folle. On en parlait tout à l'heure, celle de Gauthier. Donc de l'Entrepode, ils connaissent un peu. Donc il a découvert l'Entrepode il y a peu de temps, fin 2020, et il s'est lancé dans un marathon de fou. C'est-à-dire qu'il a commencé le 22 décembre et bientôt il va avoir écouté tous nos épisodes depuis 2013, soit environ 90 émissions avec les hors-séries, parfois plus de 2 heures, bien sûr. Je sais pas du tout combien de temps ça représente au total, mais il va avoir fait tout ça en 4 mois à peine. Donc je trouve ça complètement fou, je voulais le noter parce que c'est assez marrant, il nous fait des retours quasiment à chaque fois, donc c'est vachement sympa. C'est sympa. Et puis ça rafraîchit la mémoire parce qu'on se rappelle pas toujours de tout ce qu'on a dit. Et avec le recul, des fois c'est décalé ou c'est un petit peu drôle, voire les deux. Quand on avait présenté les nouveautés du futur à une époque, c'est-à-dire Snapchat ou la 4G, comme étant les technologies, voilà, on était quand même à la pointe de la technologie. C'était fou. Ou par exemple, ce qui me fait rire, c'est quand il découvre qu'il mange des frites saucisses de Marius chaque année au puce moto. Tu vois, c'est des petites choses, des petites anecdotes assez marrantes. Comme quoi, le monde est petit. Quoi. Bon, et donc aujourd'hui, oui, vas-y. Vas-y, mais puisque rapidement, du coup, tu as regardé un peu This Is Us, j'ai vu ça passer. Exactement. Et c'est déjà avoir un petit retour. Eh ben écoute, on a commencé This Is Us hier, on a regardé 4 épisodes et on rejoint tout ce que tu as pu dire pour l'instant. Voilà, ça commence très très bien, ça donne envie de regarder la suite. Ok. C'est cool. Une bonne recommandation encore, mon Ludo. On verra si celle d'aujourd'hui. C'est un bon petit pépère, ça. Un bon petit pépère. Mélange, en fait. Présentons la journée, cette matinée, pardon. Donc un épisode forcément sans invité, ça signifie que des rubriques de la bande. Donc on en aura 4 aujourd'hui. Et on terminera avec nos coups de cœur et nos coups de gueule en 60 secondes. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, voilà, c'est le découpage habituel de nos émissions. Et je vais commencer bien sûr comme d'habitude par remercier nos tipeurs dont certains doivent nous suivre en direct là je pense en habitués et en participants de Podren qu'ils peuvent être. Je pense notamment à Benjamin, Arnaud Doucet, Cobal, Monsieur Finto ainsi qu'Isabelle et Mathieu. Voilà, merci à tous et à toutes de nous soutenir. Ouais, merci. Merci. Il y a un chat, pour l'instant je ne le suis pas mais n'ésitez pas à interagir. Pour l'instant, visiblement il ne nous voit pas, l'image est figée. Enfin, ah bon, en tout cas il y a G-Code qui dit qu'elle aime bien les pyjamas. Voilà, c'est ce que je vois comme information pour Didouille, donc elle veut bien que Didouille vienne en pyjama. Elle réclame Didouille et Starlet, quoi. Oui, Didouille, mais aussi on les aurait bien réclamés. Merde avec ton émission à la con. C'est un petit peu ça. Et donc, pour commencer, vous le savez, si vous nous suivez encore une fois, on a cédé aux sirènes de la podcast monnaie. On est là, on veut récupérer de la tunasse. Attendez, j'ai une exclue. Didouille. Elle dit Didouille en pyjama. Mais elle va pas se montrer, ça va mais nous elle est en pyjama. Ça aussi, ça peut nous rapporter de la tunasse en fait. Mais oui, ça peut faire du fric. Didouille. Elle est là, Didouille. Donne à Tipeee. 5 euros, donne 5 euros. Si tu veux qu'elle donne ouvre 5 la euros. porte, donne à Tipeee. Eh ben, tu te crois pas si bien dire. Tu crois pas si bien dire parce que effectivement, pour récupérer de l'argent de la podcast monnaie, on a lancé une régie publicitaire sur le coup. Et cette fois-ci, encore une fois, elle ne nous a pas déçus puisque nous avons reçu une pub en exclusivité de dernière minute. Et donc, on ne s'arrête pas en si bon chemin et on commence l'émission par une page de pub parce que c'est quand même ça qui nous motive en premier lieu. Et attention, c'est parti. Bonjour Nanette, qu'allez-vous nous présenter aujourd'hui?
Eh bien, Marius, aujourd'hui, je vous présente la vente phare de notre catalogue, la formule magique pour exceller dans les soirées de l'ambassadeur ou pour faire fureur lors de repas entre amis. Oh, mais c'est formidable, ça, Nanette. Quelle est donc cette formule pour briller en société? Eh bien, mon beau petit lapin de Pâques, je vais vous le dire. Il suffit pour briller en société de donner au Tipeee de l'Entrepode. Et oui, un simple don peut vous donner joie, richesse et surtout de l'importance auprès de vos amis. Ah, mais je brûle d'impatience de savoir combien je dois donner à Tipeee de notre pote pour avoir la chance, je dis bien la chance, Nanette, de briller en société. Eh bien, Marius, c'est tout simple. Et surtout à la portée de chaque bourse. Oui, je dis bien chaque bourse. Exemple, pour une formule 3-4 amis, donnez 5 € à Tipeee de l'Entrepode et vous donnerez à chacun de vos convives une petite lueur dans leurs yeux avec le pack apéro Champomy. Oh là là, 5 €, mais c'est tellement peu, c'est tellement peu, et c'est tellement génial. Oui, Marius, vous donnez 10 € à Tipeee de l'Entrepode et vous passez de 5 à 8 amis. Et avec ce pack, nous vous donnons 2 histoires drôles à raconter pour briller en société, en plus d'une bouteille de Champomy saveur pomme. Oh là là, mais c'est du délire. Bon, si vous voulez vraiment une pure soirée... Oui, Nanette, oui, je veux. Eh bien, Marius, la pure soirée est à 20 €. Certes, c'est une somme, mais à ce prix-là, vous avez les 2 histoires drôles, la bouteille de Champomy saveur pomme et une danse du ventre de Dame Didouille déguisée en citrouille. Si vous avez la chance de prendre cette option à Halloween. Ah, mais alors là, je fonds. Vous voulez dire, Nanette, que si je donne 20 € à Tipeee d'Entrepode, je repars avec 2 histoires drôles pour briller en société, une bouteille de Champomy saveur pomme et une danse du ventre de Dame Didouille déguisée en citrouille. Oh là là, mais c'est terrible, je fonds. Alors, toi aussi, si tu veux briller en société, donne à Tipeee. Que dire de plus? En fait, c'est un petit Je peu... sais pas, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Ah ouais, puis c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que on investit l'argent du Tipeee dans des pubs pour donner de l'argent au Tipeee. C'est quelque chose d'un petit peu spécial. Donc voilà, en tout cas, je trouve moi que c'est de l'argent quand même vachement bien investi, encore une fois. On a quelqu'un de très créatif. Je sais pas qui c'est, ce créatif fou qu'on a au bout du film. Mais en tout cas, ça mérite. On essaiera de vous faire passer les coordonnées si vous aussi, vous avez besoin de vous mettre en avant de façon qualitative, hein, parce que là, c'est vraiment le haut du panier. À mon avis, c'est un genre de branleur de publicitaire à cheveux longs, tu vois. C'est possible. Je pense que c'est ça. Eh ben, écoutez, sans plus tarder, parce qu'on a quand même un créneau à tenir, hein, donc je vais passer la parole à Monsieur Lapin de Pâques, là justement, qui nous montre un petit peu son petit lapin à la caméra. C'est un vrai lapin, hein, pour ceux qui ne le voient pas, c'est pas, c'est pas quelque chose de vulgaire ou d'obscène. Ça dépend de l'angle peut-être. Les trucs obscènes, il les a fait avant. Et donc Ludo, je vais te passer la parole pour que tu nous présentes un film. Parce que il a cassé son lapin. Il a cassé le lapin. Tu es prêt? C'est Pâques. Oui, bien sûr que je suis prêt. Je te lance. Maintenant, la Madeleine de Proust. Hello and welcome. Hit the record button. Madeleine. Allez, il t'a plu le film? Alors, nous parles-tu d'un film cette fois-ci? Mais oui, je vais parler d'un film. Oh, c'était compliqué, hein. Mais voilà, on y est arrivé, voilà. Alors, c'est que c'est Pâques aujourd'hui, enfin Pâques aujourd'hui, demain. Et donc Pâques, qui dit Pâques, dit week-end de célébration religieuse où l'on renoue avec le sens du sacré. L'occasion, mes fidèles apôtres, de découvrir ou redécouvrir un classique, une œuvre tournée vers la foi. Pour moi, c'est important. La croyance religieuse, l'aspiration de l'humanité à trouver des réponses aux questions qui la taraudent, eh bien, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, bon, je pourrais vous causer d'un paquet de choses, parce qu'il y a un paquet de films qui tournent autour de tout ça. Je pourrais vous causer de Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vu, mais c'est un film qui était sorti en 77. Un film sorti en 77, 2 parties. Mes parents m'avaient emmené avec mon frangin voir ce film-là à l'époque, au cinéma. Le truc, la fresque où en fait on retraçait la vie de Jésus de la naissance jusqu'à la mort. Oh là. Bref, une reconstitution minutieuse de la vie de Jésus, un pensum sublime. Enfin, sublime, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais en tout cas, c'était quand même quelque chose à voir. Mais je ne vais pas vraiment vous parler de ça, parce que c'est un peu chiant.
Voilà, on va l'écarter celui-là. Du coup, je me suis dit, c'est un bon argument. Ouais, ben oui, je pourrais parler d'un truc un petit peu plus, un peu plus fun, quoi. Genre La Passion du Christ de Mel Gibson, sorti en 2004. Ça, c'est un bon film gore, vous voyez, un truc un peu bien, un peu trapu. Voilà. Celui-là, pareil, finalement, je l'ai esquivé. J'avais envie d'un truc un petit peu plus léger. Du coup, je me suis dit, bah ouais, mais il reste peut-être le Scorsese, là, La Dernière Tentation du Christ. C'est plutôt pas mal, ça et tout. Ouais, le problème, c'est que je l'ai pas vu, celui-là. Donc, c'est un peu compliqué pour vous en parler. Mais je trouve que c'est sympa. Puis bon, c'est le mec, il est sur sa croix et puis il y a Satan qui vient le voir et qui lui dit, bah tiens, je vais te soumettre à la tentation de vivre une vie ordinaire d'un mec marié avec des gosses. Bref, juste pour l'anecdote, j'en profite, une petite parenthèse, hein, vous connaissez mes comment on appelle ça, quand je pars un peu tes vices dans mes travers. Avec ton escalier, quoi, tu vois. Oui, parce que pourquoi je trouve ça rigolo, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli. À l'occasion de la sortie de La Dernière Tentation du Christ, je vais citer Franco Zeffirelli, qui avait donc réalisé Jésus de Nazareth, avait dit à l'époque, il avait traité le film de Scorsese de pur produit de la chienlit culturelle juive de Los Angeles qui guette la moindre occasion de s'attaquer au monde chrétien. Bref, ambiance. Autant vous dire que sur ce climat-là... Moi, mon père l'avait vu, le Scorsese, juste avant de foutre le feu au cinéma. Alors moi j'avais pas pu le voir à l'époque. Il y avait des mecs qui faisaient le pied de grue devant les cinoches pour empêcher pour dire oh là là Satan, tu vas finir en enfer si tu vas voir ce film là. C'était c'était en 88, mais j'étais aux États-Unis à l'époque, et à l'époque c'était le film était vraiment avait été vraiment vu comme un comment je pourrais dire un film, une œuvre une œuvre de Satan, quoi. C'était Satan en personne, et encore je dis Satan. D'accord. Là-bas ils sont pas forcément. Voilà, c'était toutes les ligues religieuses qui s'étaient liguées, c'est le cas de le dire, pour aller empêcher les gens d'aller au cinéma, de te jeter l'anathème sur la tête. Bref, tout ça pour vous dire quoi, que je me suis dit que tout ça c'était un peu lourdingue. Oh, ça a l'air léger. Non, voilà. Encore que c'est très esprit entre potes, pour ceux qui nous découvrent ouais. aujourd'hui. Dans tout ça, je me suis dit, celui qui m'aurait pu me faire marrer, c'était le film de Mel Gibson, parce que celui-là, je l'ai vu au cinéma, il était vraiment marrant. Je vous dis, c'était entre Evil Dead et Terminator, surtout sur le plan final, mais peu importe. On va pas s'apesantir là-dessus. Non, je me suis dit, on allait alléger un peu le propos et plutôt sourire un petit peu beaucoup de tout ça. Et donc, moi, j'ai plutôt envie de parler d'un truc un peu plus marrant, même bien marrant. Et pour moi, une référence incontournable. Alors, référence incontournable pour moi, mais aussi, je pense, pour ma génération. Et référence dans l'humour absurde. D'après-guerre. Ouais, donc d'après-guerre, exactement. Et en fait, un truc qui est vraiment une référence dans l'humour absurde et qui a influencé un paquet d'humoristes, notamment français. Ça va des Nuls au Robin des Bois, et même en passant par Eric et Ramzy, en fait. Bref, je sais pas si vous avez deviné, moi j'ai deviné en tout cas, ça tombe bien. Je vais parler bien sûr du film des Monty Python, La vie de Brian. Voilà, je pense que voilà, exactement. Un film de Monty Python réalisé par Terry Jones. T'aurais dû me le dire avant, j'aurais pu passer une petite illustration sonore là pour finir. Non, je comptais mais il ne le savait pas encore il y a des minutes. Tu voulais le faire à la bouche, c'est ça? Voilà, exactement. Et oui, parce que j'ai beaucoup hésité sur le film que j'allais évoquer, et puis celui-là est quand même un film vraiment, pour moi, vraiment à découvrir absolument. Alors, ce que je mesure pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport, on parlait de génération. Moi, je suis né en 70, donc après, évidemment, ce film-là, moi, m'a marqué à l'époque. Maintenant, je ne mesure pas ce que les Monty Python signifient en fait pour des générations peut-être plus jeunes. Pour moi, je sais ce que c'est, je sais ce que ça représente, je sais pas pour les autres. Donc, je mesure pas en fait l'impact que peut avoir ce film-là. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler, en me disant, au pire, les gens pourraient aller le revoir. Et dans l'idéal, le découvrir, là vraiment, il faut aller le voir, parce que vraiment, quand on voit ce film-là, on mesure à quel point ce film est vraiment à l'origine d'un paquet de choses. Oui. Alors, très très vite, les Monty Python, juste pour présenter un petit peu pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Voilà. Alors, les Monty Python, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce à dire? Les Monty Python, c'est une troupe britannique qui s'est rendue vraiment célèbre en Angleterre fin 69, début 70, avec une série de télé d'anthologie à l'époque qui s'appelait les Monty Python Flying Circus. Donc voilà, ils ont vraiment. Starlet m'a offert le coffret il n'y a pas très longtemps. Visible sur Netflix.
Ah oui. Voilà. Et alors là, L'intégralité. Ouais. alors voilà, cette série-là, pour le coup, ils ont officié entre fin 69 et 74, et donc vraiment, c'est là vraiment qu'ils ont acquis leur lettre de noblesse. Et c'était diffusé par la BBC. Alors donc ces gars-là, c'est 6 mecs, il y a Graham Chapman. En fait, on va en reconnaître des noms, hein, Terry Gilliam, Il y a un John petit buzz, là. Cleese. Il y a un buzz, c'est moi peut-être, non? Je sais pas. C'est bon? Marius, non? J'entends Non. rien. Non. Bah non, Donc- j'entends rien, tout va bien. Pourquoi moi Donc, tout de suite, toi? Je sais pas. Parce qu'il fallait bien quelqu'un, donc bon, c'est- Voilà, Pardon, c'est excuse-nous, pas, Ludo. pas beau, monsieur, vous me censurez. C'est que c'est Oh, c'est Ludo, c'est apparemment, une bonne insupportable. nouvelle, tu fais le buzz. Je fais le buzz, waouh. Oh Donc putain. je disais, donc en fait cette troupe-là, on en connaît certainement. J'en reparlerai un peu. Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin, John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle. Voilà, c'était 6 gars qui constituaient donc les Monty Python, avec des fortes personnalités chacun. Savoir juste que Terry Gilliam est le seul Américain, sinon ce n'était que des Anglais, qu'une bande d'Anglais, quoi, une bande de roast beef, hein, voilà. Non, j'adore l'Angleterre. Donc, comme je vous dis, et leur marque de fabrique, c'est l'humour absurde principalement. Donc, c'est là-dessus qu'ils ont vraiment fait toute leur renommée. Après l'arrêt de la série en 74, les Monty Python commencent une carrière au cinéma. Et donc, ils vont commencer une carrière au cinéma avec leur premier film, en fait, qui est connu, qui était effectivement Monty Python Sacré Graal Oui. en 75, qui est vraiment. Alors, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet. Burn Mais the Witch. voilà, exactement. Bon, c'est là encore une fois. Alors, alors un film encore assez relativement avec une structure assez à sketch entre guillemets, Ouais. si vous voulez, hein, dans l'idée. C'est vraiment avec le suivant en 75, en 79 avec La vie de Brian, que là pour le coup ils vont avoir un film qui va être beaucoup plus structuré dans l'approche avec une histoire. Quelque chose de beaucoup plus, pas réfléchi, mais en tout cas, voilà, plus structuré en termes de narration. Alors, bon, je parle de La vie de Brian, et La vie de Brian, de quoi ça cause pour ceux qui ne le sauraient pas. Alors, La vie de Brian, c'est simple, on suit la vie d'un type ordinaire qui s'appelle Brian Cohen. Et ce Brian Cohen, qu'est-ce qu'il a comme particularité? C'est que, en fait, il est né dans l'étable voisine de Jésus. Et il est né à la même heure, au même moment que Jésus, ce gars-là. Et en fait, pendant toute sa vie, donc on va le suivre au début, et puis 30 ans après, on va suivre ses pérégrinations à ce gars-là, et on va toute sa vie, enfin, toute son histoire va se retrouver vraiment intimement mêlée avec la vie du Christ. Mais en fait, ça se retrouve mêlé, mais dans un bordel complètement hallucinant en fait. C'est juste complètement délirant, et je dirais même que le film alors on va le suivre jusqu'à, je dirais, jusqu'à la fin de la vie de Jésus qui est la crucifixion en fait. Mais enfin, quand je dis la fin de la vie de Putain, Jésus, tu oui, m'as spoilé la fin de la vie de Jésus. non, oui, c'est la fin de la vie de Jésus, mais je parle là, je parle de la fin officielle de Jésus. Enfin bref, en tout cas, on va suivre tout ce parcours-là jusqu'à l'épisode de la crucifixion sur le Golgotha. Je sens que j'en dise plus en fait. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est juste impossible. Réellement, enfin, il est impossible de résumer ce film. En tout cas, c'est pas qu'il est impossible de le résumer, c'est juste que ce qui est très difficile, c'est que le film est un télescopage de situations complètement surréalistes, de personnages improbables, de dialogues complètement porte-nawak. Et tout ça s'enchaîne sans temps mort, comme je dis, jusqu'à un final, et là, c'est ce qu'on a parlé, jusqu'à un final chanté en chœur, complètement surréaliste. Et c'est vrai que je voulais pas trop le dévoiler, parce qu'encore une fois, je pense que le film, enfin, en gros, le plaisir du film, c'est aussi la surprise de découvrir les gags, de découvrir les enchaînements, de découvrir les chansons. Et c'est pour ça que finalement, je voulais pas trop, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai pas trop envie en fait de m'étaler là-dessus. Sachez juste que parce que quand même quelques petits trucs pour donner entre un Brian qui vend des casse-croûtes dans un amphithéâtre, qui en fait sont des organes de gladiateurs morts, hein, que sa mère elle ramasse après les combats. Vous avez des organisations terroristes qui traversent le film. Alors, des organisations terroristes bureaucratiques. Alors, vous avez le Front populaire de Judée, hein, qui va se battre d'ailleurs contre son adversaire, Galilée Libre. Galilée Libre qui poursuit exactement le même objectif. Et c'est exactement le même but. Voilà. Vous allez aussi avoir donc toute une foule complètement fanatisée qui va prendre Brian pour le Messie, hein. Bon, je spoil pas vraiment. Ah, voilà, tu spoil, voilà, bravo. Non, pas vraiment, parce que c'est vraiment. On se rend bien compte qu'à un moment, Brian va être pris pour le Messie, que c'est tout ce concours de circonstances qui va l'amener sur ce parcours. Et en fait, ce qui est drôle, c'est comment en fait la foule va interpréter le moindre de ses faits et gestes
à ce Brian pour en faire en fait une espèce d'idole, hein, d'idole religieuse. Alors après, vous avez aussi tout un d'autres personnages comme la mère qui est un personnage, je veux dire, qui est joué par Eric Idle, qui c'est juste à mourir de Oui. rire, puisqu'en fait, elle joue une espèce de mère juive complètement vénale. Voilà, ce sont vraiment, encore une fois, et vous avez même une participation surprise je devrais peut-être pas le dire, Bah je le non. dirai pas d'ailleurs finalement. Je l'avais écrit, je De le quel- dirai pas. Il y a une espèce de moment où Brian va s'enfuir, il va s'enfuir et être enlevé par des personnages. Je ne peux pas en dire plus. C'est complètement surréaliste. Voilà. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Voilà. Et c'est un festival du début à la fin. Donc voilà sur l'histoire. Alors le film donc évidemment est extrêmement moqueur en fait je dirais, alors pas tellement, il n'est pas moqueur de Jésus ou de Dieu d'ailleurs. Ouais. Il est plutôt, ou de ses préceptes. En fait, il est surtout moqueur, le film, de la crédulité des gens. En fait, je dirais son point principal, hein, son cheval de bataille, c'est en fait les gens qui se mettent à suivre des personnages, des personnes, des gourous, ce que l'on veut, et qui se mettent surtout à adorer des gens en interprétant, en surinterprétant la moindre des paroles, et je dirais, mais de la manière dont ça les arrange. Pour en fait, Oui. je dirais, avoir une espèce de réponse à leurs propres conditions humaines. Et c'est ça qui est assez génial, parce que je trouve que du coup, et c'est en ça que d'ailleurs, c'est John Cleese, si je dis pas de bêtises, les Monty Python à l'époque avaient répondu, j'ai lu un extrait là-dessus, où ils expliquaient que leur film était plus hérétique que blasphématoire. Je mets ça entre guillemets, hein, c'est vraiment Oui. un propos des Monty Python qui disait qu'en fait, ils étaient plus, encore une fois, à se moquer des pratiques religieuses, etc., mais pas blasphématoire au sens, on ne se moque pas de la religion ou de Dieu ou de Jésus en lui-même. Et, et je trouve qu'en ce sens, moi, le film, il est super moderne. Il est super moderne Oui. parce que c'est un film quand même qui date, encore une fois, qui date de 79. Hein. On pourrait se dire, Il a- ouais, il a d'accord. donc 42 ans, puisque c'est Il mon a 42 anniversaire. ans. Mais en réalité, moi, je trouve qu'en ces temps de complotisme à tout va, où, pardon, mais en fait, où, je veux dire, certains sont prêts à croire à n'importe quoi. Tu Dès vois lors qu'ils ont suivi, qu'ils pensent que ça va correspondre à quelque chose qui peut leur parler, ils sont prêts à suivre les théories les plus fumeuses qui peuvent exister sur le net sans aucun recul critique. Et je dirais, et à créer, alors en plus avec cet effet démultiplié par les réseaux sociaux, eh bien, en fait, moi j'y retrouve vraiment quelque chose là-dedans. Il y a des dialogues, etc., qui sont super savoureux. Et comment certains, on va dire, influenceurs, vont entraîner le reste de la foule dans une espèce de délire de masse. Et bien, en fait, voilà, je trouve que ça fait vraiment écho, et quand on regarde le film comme ça, alors il s'agit pas, après l'idée c'est pas d'aller trouver les messages, là où il y en aurait Ça pas serait forcément, dommage mais de le faire justement sur un film qui dénonce. non, mais je parle pas, mais je ne parle pas de théorie. Là, je parle plutôt quand je parle de message, je parle de discours, en fait, si tu veux, d'une portée d'un film qui se veut un peu, qui se veut caustique, qui se veut justement moqueur par rapport à tout ça. Et ben, je trouve que justement le film, on peut le regarder avec cet œil-là, et c'est très drôle de le voir avec Je ce me permets de recul-là, quoi. te couper juste 2 secondes sur le chat. Il y a Arthur Froment qui. Ah, je vois pas le chat. Oui. Non, mais je le lis là. Et ça me fait penser depuis le début. C'est vrai que même si c'est assez éloigné, enfin, il y a deux humours différents qui se mettent en parallèle. Moi, ça me rappelle aussi un petit peu 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, Oui. de Jean-Yann. Bien sûr. Il y a quand même un petit peu cette espèce de fanatisme, de personnes qui est pas là au bon endroit, à la bonne place, mais qui se retrouvent à porter à des responsabilités qui le dépassent complètement. Et puis le côté absurde est quand même là, même si il y a du côté l'humour anglais, l'humour français de Jean-Yann, mais finalement il y a des choses qui se rejoignent. Je suis d'accord avec ce Je suis que dit complètement Arthur. d'accord. Mais c'est marrant de voir qu'il y a effectivement, au niveau des humoristes français, etc., à quel point ils ont été influencés, hein, par cet apport des Monty Python. Et notamment 2 heures moins le quart avant Jésus-Christ, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant. Ouais, carrément. Mais je suis complètement d'accord, effectivement. Alors, ce qui est drôle, en fait, c'est qu'évidemment, on voit tout cet humour, cette absurdité, etc. Et ben, en fait, ce qui est quand même, on retrouve toujours la même chose, c'est qu'à l'époque de sa sortie, eh ben, il y a plusieurs groupes chrétiens qui ont protesté, hein, qui se sont émus du film, qui le jugeaient justement blasphématoire, qui ont été choqués notamment par la scène de la crucifixion. Hein. Là, encore une fois, je ne peux pas trop en dire, mais cette scène de crucifixion, on va dire, chantée, voilà. Always look on the bright side of life. Moi, je peux pas siffler. Voilà, exactement. Bon, c'est quand même un monument, chanson qui avait été écrite par Eric Idle de Monty Python. Et en fait, il faut savoir que le film a été interdit dans plusieurs villes en Angleterre. Et alors, ce qui est drôle, et alors ça, j'ai récupéré l'info sur le net. J'ai trouvé ça assez marrant, c'est que
c'est des conseils municipaux qui ont pu interdire le film, et même dans certaines villes où il n'y avait pas de cinéma, ce qui est super drôle. En fait, quand tu penses. Et je trouve que L'absurdité jusqu'au bout. voilà, j'ai trouvé ça génial en fait comme anecdote, parce que c'est là pour le coup on est vraiment dans un truc voilà. Bon après voilà, il a été interdit 8 ans en Irlande, il a été interdit 1 an en Norvège, ce qui a fait dire dans une publicité en Suède que le film est tellement drôle que les Norvégiens ont dû l'interdire. Ça, je trouve ça marrant. Voilà, je trouve que ce genre de truc-là est drôle parce que justement, encore une fois, ça participe justement à cette aura du film. En fait, on est complètement dedans. Donc voilà. Juste deux, trois petites choses. Ça, c'était un peu l'accueil du film. Par contre, le film effectivement a très bien marché par ailleurs. Hein. Quelques petites choses alors, que je ne savais pas, que j'ai appris en faisant 2-3 petites recherches sur le film, c'est que alors les membres de l'équipe, alors je m'en doutais, mais je pensais pas dans cette mesure-là, puisqu'en fait j'avais reconnu des acteurs, puisqu'en fait la troupe elle est là, hein, ils sont 6 dans le film. Et bien en fait, hormis c'est Graham Chapman qui joue 2 ou 3 rôles identifiés, sinon les 5 autres jouent 40 rôles à eux 5. 40 rôles. En fait, c'est juste que c'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, entre l'un va jouer le rôle de la mère, l'autre va jouer le machin, le syndicaliste, et en même temps l'autre va jouer le Néron, enfin Pilate, Pilate, pardon. Voilà. Et en fait, ils se mélangent tous là-dedans, et c'est super drôle. Puisqu'en fait, entre que ce soit des gens de la foule, que ce soit l'ermite, que ce soit tous, en fait, c'est eux qui incarnent ce personnage-là. Et donc, du coup, on peut aussi revoir, quand on a vu le film, on peut le revoir en s'amusant et en prenant vraiment plaisir à essayer de retrouver le truc. Film absolument à voir en VO, hein. Par contre, je précise, c'est super important. C'est pas que je ne fais pas mon snob, c'est pas genre mais enfin, les voix des personnages sont tellement drôles. En fait, encore une fois, je pense à Eric Idle quand il joue le rôle de la mère de Brian. C'est un festival, c'est un festival hystérique. Ouais, non, mais c'est vraiment sympa, ouais. Ce que je veux dire ensuite, et dernière petite anecdote assez marrante. Savez-vous qui a produit le film? Alors là, pas du tout. Non, je l'ignore. Aucune idée. Mais en fait, il faut savoir que le film, le président du conseil d'administration de EMI, qui avait EMI Film, qui avait décidé de financer le film, eh bien, a refusé à la dernière minute de financer le film. Et en fait, le projet a été sauvé par George Harrison, des Beatles, exactement, qui en fait a créé une société de prod qui s'appelle Handmade Films, juste pour financer le film. Et c'était 5 millions de livres hein, de budget, le film. Il a financé, il a puisé dans sa fortune personnelle, il a hypothéqué sa baraque pour que le film puisse se faire. Ouais, carrément. Et en fait, ça, c'est une anecdote, ça. Ouais, et l'histoire dit qu'en fait, l'histoire dit que il avait lu le script et qu'il voulait voir le film, ce qui a fait dire au Monty Python qu'en fait c'est en fait le billet de cinéma le plus cher qu'on ait jamais vu au cinéma, quoi. Donc ce qui est marrant, quoi. Voilà. Pour finir, juste savoir que les Monty Python après ce film-là ont réalisé un autre film ensemble qui s'appelle Le sens de la vie. Il y a un tracteur qui passe. Il y a un hélicoptère là. Ou un avion, ouais. Après ce film, c'est chez Monsieur Marius. C'est chez moi. C'est la machine qui sort. Je vais essayer de faire ce qu'il faut pour. Vous inquiétez pas. Je reviens. Et donc les Monty Python après ce film ont réalisé donc un autre film qui s'appelle Le sens de la vie en 1983. Oui. Toujours réalisé par Terry Jones. Et là où on est plus proche de la structure à sketch. Je vais pas m'apesantir sur le film parce que encore une fois, je voulais surtout parler de la vie de Brian aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'après ce film-là, chaque membre des Monty Python sont partis sur, on va dire, des projets très personnels dont vous avez tous forcément entendu parler. Hein. Je dirais que pour moi, le plus évidemment, celui qui est à mon sens, qui a vraiment été, qui a eu une carrière vraiment très 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 connue, notamment comme réalisateur, c'est bien sûr Terry Gilliam, avec voilà Brasil notamment, le baron, les aventures de baron de Munchausen. Il y en a eu et l'armée des 12 singes. J'en cite l'armée des 12 singes. J'en cite 2, 3, on pourra en citer. Allez-y si vous en avez. Mais enfin, bref, tout le monde a au moins vu, je pense, un film, enfin de pas Gilliam, forcément, mais de Terry Gilliam. En tout cas, voilà. On peut citer Un poisson nommé Vanda avec John Cleese, Michael Palin. Bref, chacun est allé dans différentes choses, différents films. Et puis les Monty Python, finalement, je veux dire, ce sont les Monty Python n'ont plus vraiment existé, si ce n'est qu'il y a eu 10 spectacles qui ont été organisés en 2013. Hein, c'était un peu l'ultime spectacle. Graham Chapman est mort, je crois, entre-temps d'un cancer. En 2013, je ne sais plus s'il était encore vivant au moment de leur dernier spectacle. Ils ont fait un dernier spectacle qui a fait 10 dates en Angleterre.
Juste pour la petite anecdote, 20 000 billets vendus en 45 secondes, a priori, ça a été un truc. Et après, ils en ont ressorti 9 autres dates qui ont été toutes complètes. Et voilà. Et à partir de là, les Monty Python, c'était vraiment, on va dire, le chant du cygne. Mais voilà, tout ça pour vous dire, si vous avez l'occasion, vraiment, il est sur Netflix. Donc moi, c'était à l'occasion de, justement, j'ai pris plaisir à revoir ce film que j'avais vu il y a très longtemps. Je l'ai revu sur Netflix et c'était un vrai bonheur de revoir ce film. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Donc, m'a donné envie de le revoir. Voilà, exactement. Donc surtout, allez-y, foncez et puis dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Au plaisir, monsieur, dame. Bien sûr, joyeuse Pâques. On le recommande tout à fait, ce film. Tu l'as très bien vendu et ça me donne envie de le revoir, effectivement. Donc, c'est vraiment un super truc. Vous l'avez tous vu autour du micro, là? Oui. Non, pas moi, non. T'as pas vu, moi non plus. Non, mais j'aimerais bien, en fait. Et c'est peut-être un truc que j'ai vu que je me rappelle pas. Si tu as l'occasion, Marius, regarde-le vraiment. Oui, j'ai regardé. Mais là, j'étais en train de me battre avec le mec à côté qui passait sa tondeuse. Donc... Ah, c'est la tondeuse. Ok, d'accord. Et très bien. Alors, on a un temps qui est un peu timé, donc on va pas avoir beaucoup la possibilité de s'étendre. Donc, on va passer directement à la suite avec une nouvelle rubrique. Et cette fois-ci, ça sera moi dans un tout autre style. Enfin, on verra bien. Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul. Dago, dago, chabou, dadouti. Le fond de tiroir. Je me permets de juste compléter parce que je vois sur le chat que ça a fait beaucoup réagir ta rubrique, Ludo. Donc ça semble avoir plu. Donc tant mieux, c'est cool. Ça trouve son public. Ah super, et super. beaucoup de gens sont d'accord avec toi. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. C'est cool l'interaction. Merci à tous. En tout cas, c'est chouette. Alors. À mon tour, moi, je vais rester dans une thématique série qui semble devenir un peu un rituel pour Podren, puisque après The Leftovers que j'avais présenté en 2018 quand on était pu aller à Rennes, et puis The Shield l'année dernière, je continue avec une autre série. Alors d'ailleurs, je parle souvent de séries dans les épisodes classiques de l'Entrepode. Vous connaissez mon enthousiasme, notamment pour la SF et Battlestar Galactica en particulier. Battlestar Galactica que j'avais présenté en 2017. L'année dernière, The Expanse lors du festival de Pixel, série qui est souvent parée à Battlestar Galactica. Et là, si je vous dis que c'est une recommandation de Draven qui fait le podcast Galactifrag, vous allez dire putain, il est monomaniaque celui-là, il y a tout qui tourne autour de Battlestar Galactica. C'est pas faux, je ne démentirai pas. Donc il va nous parler de Galactica de 78 ou un truc dans le genre. Parce que même si je l'ai lancé tellement ils ont titillé ma curiosité avec Karine dans le formidable podcast Galactifrac, on dit jamais assez de bien de Galactifrac à mon goût, ou de Cornelius Enzira sur la planète des singes, ou de Hyperdrive sur Star Wars, ou bref, vous achetez la liste que vous voulez. On dit jamais assez de bien de tous les podcasts qu'on suit. Voilà, ça c'est mon point de vue, petit clin d'œil au passage. Et donc, on dit jamais assez de mal de ceux qu'on n'écoute pas. Je sais pas, vaut mieux pas en parler, voilà. Et donc la série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est For All Mankind, qui est une série de Ronald D. Moore. Et quel est le lien avec tout ce que je viens de vous dire? C'est que Ronald D. Moore, c'est une des deux personnes notamment, qui est à l'origine de la série réimaginée de Battlestar Galactica dans les années 2000. Alors, For All Mankind, c'est une série qui est sur Apple TV+, qui a 2 saisons en cours actuellement, une 3e a priori qui est commandée, et donc il y a 10 épisodes d'1 heure en moyenne, puisque ça s'étend entre 55 minutes et 1h16 pour chaque épisode. Alors, paradoxalement, je vais en parler alors que je n'ai vu qu'une seule saison à ce jour. C'est assez rare que je présente quelque chose pour lequel j'ai pas beaucoup de recul, puisqu'en plus je l'ai regardé cette semaine, donc c'est vraiment très 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 chaud. Et donc pour l'instant je peux pas comparer avec Battlestar Galactica ou The Expanse, mais si j'en parle, c'est que cette première saison, elle peut complètement être vue, je dirais indépendamment, je trouve, et se suffire à elle-même. Et je vais quand même continuer à voir la suite parce que ça m'a vraiment tellement plu que j'ai envie de voir ce qui va se passer derrière. Alors je sais pas si vous en avez entendu parler de cette série, vous au micro ou même les gens sur le chat. Mais oui, non, du tout. Oui, un peu parce que je crois qu'il y a un certain Nico qui m'en a parlé un petit peu. C'est ce que j'allais dire, cette fois j'ai entendu parler. C'est le relou qui emmerde tout le monde quand il y a un truc qui lui plaît. Pas du tout, parce que tu m'as donné envie de la regarder en fait. D'accord, on va voir si ma chronique ne va pas, va aller dans ce sens encore une fois. Alors l'histoire, si je prends le synopsis que j'ai vu sur Allociné, c'est
Imaginez un monde dans lequel la course à l'espace n'aurait jamais pris fin, le programme spatial de la NASA est resté au cœur de la culture américaine et au plus proche des espoirs, des rêves de tout un chacun. Les astronautes de la NASA, véritables héros et rockstars de leur époque, doivent gérer la pression qui pèse sur leurs épaules tout en gérant la vie de leur famille. Jusque-là, c'est assez banal finalement, comme voilà, on va suivre les gens de la NASA, des péripéties comme d'autres. Mais en fait, c'est un sujet de dilemme pour moi, ce sujet. J'en ai parlé avec Arnaud, parce que je sais qu'il est très sensible au spoil. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un vrai twist dans cette série qui arrive très très tôt dans la série. Et donc, dès le premier épisode, on voit le déroulement des premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc jusqu'ici, ça va toujours dans ce que je viens de vous dire. Mais en fait, le spoil dès le début, c'est que... Et pourquoi je l'ai dit aussi, c'est parce que dès la bande-annonce et dans les synopsis classiques, on va le voir, c'est que finalement, le twist, c'est que c'est pas les États-Unis qui ont mis le pied sur la Lune, mais ce sont les Russes. Et donc, ils arrivent avant les Américains, et les Américains ont ensuite tout au long de la série le projet de rattraper les Russes et d'essayer ensuite de les dépasser dans un second temps. Donc, on est dans ce qu'on appelle donc une uchronie, c'est-à-dire la réécriture de l'histoire avec un grand H à partir de la modification du passé. Donc on a une histoire alternative, un peu comme si vous connaissez The Mind in the High Castle, où on part du principe que un élément n'a pas eu les mêmes conséquences que ce qu'on a pu connaître nous-mêmes. Donc par exemple, là, Neil Armstrong, dans cette série, dans For All Mankind, a bien marché sur la Lune, mais c'était pas le premier, c'était le deuxième. Donc ça change beaucoup de choses. Alors, ça m'a forcément évoqué quelque chose pour nous si vous connaissez l'Anthropode, vous connaissez certainement Fred Duval. Et Fred Duval, il a une série de BD qui s'appelle Jour J. Ouais. Et ça m'a intrigué, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder un peu ce qui se fait dans Jour J. Et ben, v'là-t-il pas que le premier tome de Jour J, c'est les Russes sur la Lune. Le tout premier tome de Jour J, et donc, c'est la même chose. 21 juillet 69, quelques minutes avant son alunissage, la mission Apollo est détruite, et ce sont finalement, quelques mois plus tard, les Soviétiques qui sont les premiers à poser le pied sur la Lune. À Washington, le président Nixon donne carte blanche pour que l'Amérique devienne la première nation à établir une base lunaire permanente. Sans en dire plus, ça ressemble beaucoup à For All Mankind. Je ne sais pas si on peut parler de plagiat, s'il y a eu de l'inspiration, si c'est un complet hasard, mais en tout cas, il y a quand même pas mal de choses qui se ressemblent. Je ne sais pas si Fred connaît cette série, je lui en parlerai à l'occasion. Donc, évidemment, il s'avère que ce twist, qui est un élément scénaristique, ça aurait pu être réalité, parce qu'en fait, il s'en est pas fallu de peu que, historiquement, ça soit les Russes qui arrivent les premiers, enfin les soviets en tout cas, qui arrivent les premiers sur la Lune, puisque dans la course à l'espace, ils étaient les premiers avec Spoutnik et Gagarine. Ils avaient beaucoup d'avance sur les Américains au début des années 60. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Alors je voulais vous passer la bande-annonce, mais ça passe pas forcément en live. Je vais vous passer juste un petit peu de son pour illustrer en arrière, parce que je trouve que la bande son est très sympa. Donc dans cette uchronie, on change l'angle qu'on connaît. L'Amérique a régulièrement un coup de retard sur l'URSS. Donc on est très loin de l'Amérique triomphante telle qu'on peut la connaître nous actuellement, qui a une vocation un petit peu à donner le là de ce qui se passe dans le monde, à faire un petit peu la morale peut-être, entre guillemets, enfin voilà, sans forcément plus de jugement de valeur que ça, mais en tout cas c'est un peu ce qu'on vit. Et on est plutôt dans une Amérique qui se pose des questions sur ce qu'elle est. Et comme dans Battlestar Galactica ou dans Watchmen, que j'ai également présenté, le contexte imaginaire, il est surtout là pour parler du monde dans lequel on vit nous, dans le monde réel finalement. Et comme dans Watchmen, on a forcément à la tête du pays un autre président que celui qu'on a connu, et cette fois-ci, ce n'est pas... non, je sais plus comment il s'appelle. Robert Redford. C'est Robert Redford, voilà. Là, c'est Ted Kennedy qui succède à Nixon. Et on a donc forcément des choses qui diffèrent par rapport à ce qu'on a pu connaître. Alors, qu'on connaisse ou pas la véritable histoire des États-Unis ou de la course à l'espace, c'est pas forcément important finalement. Ce qui est important, ce sont les personnages et ce qui leur arrive. Parce qu'on a beaucoup de parcours croisés, que ce soit au niveau des personnages principaux, les astronautes et les personnes de la NASA, ou les personnages, je mettrai entre guillemets, secondaires, qui en fait ne sont pas si secondaires que ça. Ce sont les familles de ces personnes de la NASA, la famille mexicaine qui a traversé la frontière et dont la fille est passionnée d'astronomie. On va la suivre aussi en pointillé tout au long de la série. Et en fait, tout le monde a quasiment son moment marquant dans la série. Et c'est très, très intéressant parce qu'on voit vraiment l'importance des interactions et des valeurs humaines avec quelque chose qu'on avait déjà dans Battlestar Galactica, c'est-à-dire la volonté de mettre en avant ce qu'on va appeler peut-être des minorités, c'est pas le bon terme, mais en tout cas les personnes qui n'ont pas forcément droit au chapitre souvent ou qui sont reléguées au second plan, c'est-à-dire que là on a des vraies femmes fortes, on a des homosexuels aussi à des responsabilités, on a des minorités qui se retrouvent au premier plan, et ça se passe dans les années 60-70 aux États-Unis. Finalement,
dans cette Amérique à la traîne, paradoxalement, l'ouverture d'esprit s'est faite d'une façon peut-être un petit peu forcée, c'est-à-dire que l'Amérique a été un peu chamboulée sur ses fondations et les droits civiques, les droits globaux ont été un petit peu plus mis en avant que finalement ce qu'on a pu connaître dans la réalité. Et c'est un petit peu des fois par la force des choses que l'Amérique doit avancer sur le sujet de la société, puisque elle est obligée de faire à chaque fois de rattraper la Russie qui elle a des fois des coups d'avance sur ces sujets-là. Alors ça peut être paradoxal, encore une fois, c'est pas du tout, ça se veut pas du tout forcément réaliste. Mais comme c'est dit plusieurs fois dans la série, il y a des personnages qui disent The world is changing. Et en fait, on suit au fil de la série comment ce monde change, évolue, et comment même les personnages évoluent au fur et à mesure de la série. Donc on se retrouve avec des femmes qui sont promues à des postes de haute responsabilité, les droits des homosexuels qui sont votés. Forcément, ça fait grincer des dents de certains personnages partisans du statu quo dans la série, et certains propos sont assez abjects. Je vous cache pas que justement les défenseurs du statu quo vont avoir des choses un petit peu du genre, mais ça vous pose pas de questions d'avoir. Vous avez vraiment confiance au fait que ça soit une femme qui soit votre chef. Vous pensez pas que tout va foirer. Enfin, c'est ce genre de choses où si vous êtes homosexuel, surtout le dites pas parce que ça va nous faire perdre la face aux Russes, etc. Enfin, vous voyez. C'est ce genre de propos qu'on peut avoir, je les ai pas notés. Par contre, Nico, tu peux me dire en quoi tu trouves ces propos abjects juste J'attendais, tu vois, j'essayais justement. Et justement, quand je dis que finalement c'est abject, c'est ce que j'allais dire. Finalement, c'est représentatif de ce qui a pu être dit à une époque ou même de ce qui se dit encore. On va pas se leurrer, c'est loin d'être derrière nous tout ce genre de propos. Et ce sont des thèmes qu'on retrouve souvent dans les créations de Moore, de Ronald D. Moore, qui était à la base un scénariste sur Star Trek, qui est une série qui a voulu justement être un peu pionnière sur ce type d'approche. Dans Battlestar Galactica, on a aussi ce changement, notamment avec un personnage principal qui est passé d'un homme à une femme entre la série de 78 et celle de 2000, etc. Donc on sent qu'il a envie de faire des choses, faire avancer la société dans ce sens-là, donc c'est plutôt intéressant. Et quand je disais que finalement l'histoire avec un grand H tel qu'on la connaît n'était pas forcément importante, c'est-à-dire qu'on a forcément la guerre froide en trame de fond, mais c'est loin d'être le ressort narratif principal, un peu facile auquel je m'attendais. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit, on inverse les rôles et puis on voit comment ça marche. Non, finalement, c'est quelque chose. La menace est là pour les Américains, mais finalement, c'est pas du tout ce qui les motive dans leurs actions au quotidien. Et justement, ça s'entrechoque régulièrement avec les intentions politiques qui, elles, sont expressément exprimées, justement, avec les présidents successifs et leurs représentants qui veulent en faire des marqueurs emblématiques. Ils veulent que tous les personnages de la NASA soient des marqueurs de rapport de force sans tenir compte finalement des possibilités techniques et réelles qui peuvent exister en disant nous on s'en fout, l'important c'est l'image que ça renvoie. Ça fait un petit peu penser à un président pas si lointain qu'on a pu connaître par le passé. Voilà. On s'en fout un peu de la science, l'important c'est l'image. Et voilà. Je pense que cette série-là, elle est sortie aussi à ce moment-là avec des messages pour la réalité puisqu'elle date de 2019. Et d'ailleurs, pour vous dire que la menace n'est pas très prégnante, c'est qu'on voit très rarement des représentants soviétiques dans la série, quoi. On est vraiment autour des personnages qu'on retrouve. On ressent pas forcément l'opposition, les méchants contre les gentils, très caricatural, très manichéenne. Quoi qu'on pense des deux idéologies, c'est pas du tout par rapport à ça, c'est de se dire voilà, on n'est pas du tout dans ce rapport de force et dans ce jugement de valeur et dans ce côté donneur de leçons. Et donc, comme tout un chacun, c'est leur vie, leurs drames, leurs amours et leurs angoisses qu'on suit. Les personnages en fait sont incarnés. C'est pas des stéréotypes qui sont là pour véhiculer des messages. Et les personnages sont vraiment très importants. Notamment, on voit les problèmes quand ils sont sur la Lune. Ce sont des sujets assez terre à terre qui les occupent. Comment s'occuper, comment faire en cas de blessure, comment faire face à l'angoisse du grand vide et l'esprit qui se détraque, qu'on perd un peu la boule, etc. Quand on est loin de ses proches. C'est vraiment des choses très 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 bien jouées, je trouve. Enfin, très bien écrites surtout parce que l'écriture de la série est au top. Le scénario, comme les personnages sont fouillés, sont crédibles. Du coup, on se prend d'affection pour les protagonistes et on est pris par les enjeux ou par les questionnements de tout un chacun, leurs choix moraux. Et la série est très intéressante parce qu'on arrive à suivre plusieurs histoires sans se perdre parce que ça reboucle très régulièrement, etc. Et moi, je trouvais ça vraiment passionnant. Comment dire ? Ce qui est intéressant, c'est comme c'est une uchronie, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Quand c'est un récit historique, on sait qu'un tel est mort, tu parlais de Jésus, on sait un petit peu sa fin, comment ça s'est passé, etc. Là, on ne sait pas puisqu'on part d'un point de départ et ça part sur un tout autre chemin. Donc, finalement, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il y a des surprises, il y a des personnages morts dans notre réalité qui ne le sont pas dans la série et inversement. Donc, ça surprend également.
Là, c'était pour l'histoire, le fond, la forme. Je vais en dire 2 mots, c'est-à-dire que la réalisation, je la trouve super belle. C'est très réaliste. Alors réaliste, ça veut pas dire crédible, mais en tout cas, c'est super beau, un peu comme on pouvait voir dans Battlestar Galactica, dans le sens où tout est là pour être fonctionnel et pas forcément beau. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est potentiellement réaliste. Voilà, les vaisseaux sont abîmés, les gens sont pas toujours bien coiffés, machin. Alors souvent quand même, mais il y a quand même cette espèce de volonté de rendre du réel. Les scènes sur la Lune sont assez magnifiques. La reconstitution des années 70 est vraiment top. Voilà, que ce soit les maisons, les voitures, l'état d'esprit, les musiques, tout ça, c'est vraiment top. On voit l'évolution de la salle de la NASA au fur et à mesure des lancements qui se modernisent. C'est vraiment par petites touches en fait. Si on est attentif aux détails, on voit plein de choses. Il y a un mélange d'images tournées avec des images d'archives, avec des propos qui sont déformés, avec de temps en temps c'est des photomontages, de temps en temps ce sont des images d'archives, etc. Forcément, Ted Kennedy en président des États-Unis, ça n'a pas existé, donc c'est difficile de reconstituer à partir d'images d'archives. Donc il mélange le tout pour que ça soit crédible. Et là, il y a quelques effets numériques un petit peu ratés par moment, paradoxalement. On se dit tiens là ça choque. Donc du coup c'est que le reste est tellement parfait de mon point de vue que quand il y a un petit truc un petit peu en dessous, ça saute aux yeux. En tout cas ça m'est arrivé 2-3 fois, mais c'était vraiment une super série. Et la bande originale est vraiment cool, je trouve, entre les créations je dirais spécifiques et les musiques, je dirais intradiégétiques qui sont utilisées pour me remettre dans l'ambiance de l'époque des années 70. Je finirai par une approche sur les acteurs. Alors les acteurs, ils sont top aussi. Il y a très peu d'acteurs connus, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas, enfin de mon point de vue, en tout cas, moi je les connaissais pas. Personnellement, j'ai un petit coup de cœur pour Sarah Jones, l'actrice qui joue Tracy Stevens, qui a à la fois je dirais un charisme qui marche bien et puis qui est un personnage aussi que je trouve très intéressant dans la série. Mais je pourrais finalement quasiment tous les citer parce que je crois que j'en vois aucun qui dénote vraiment, où on se dit peut-être les enfants à la rigueur, que je trouve un petit peu en deçà, mais bon, c'est vraiment s'il fallait chipoter. Alors comme je disais, on retrouve quelques têtes connues, en tout cas que moi j'ai reconnues, notamment Chantal Van Santen, qui joue également la femme de Butcher dans The Boys, qui était un coup de cœur dont j'ai parlé dernièrement. Je ne sais pas si vous avez vu The Boys, mais en tout cas c'est la femme de Butcher, le protagoniste principal. Et dans cette série, elle joue la femme de Ed Baldwin, l'un des principaux astronautes, qui est interprété par un acteur, je voulais le noter quand même, un acteur qui a un nom prédestiné pour Podren, un événement organisé en Bretagne, puis qui s'appelle Joel Quinnaman. Donc c'est quand même assez dingue. Alors, c'est grossier, Nico. C'est mon interprétation, c'est parce que j'ai un accent un peu pourri. En fait, il s'appelle Joel Kinnaman. Voilà, mais c'est quand même bon, ça m'a fait marrer. C'est le premier nom qui apparaît à chaque fois depuis une semaine. Je vois Joel Kinnaman et bon, je peux pas m'empêcher d'entendre Quinnaman dans ma petite tête. Mais pour revenir à ce que je disais juste avant, là je l'ai présenté Chantal Van Santen comme la femme de. Parce que la femme de Butcher est là la femme de Ed Baldwin, mais dans la série son personnage évolue et finalement bien qu'elle soit plutôt hostile au changement de la place des femmes. Au début c'est quelqu'un qui est très selon des principes, selon des valeurs, la femme elle est là pour tenir le foyer, etc. Dans la société il faut surtout pas déborder, mais en fait on suit son parcours et sans trop en dévoiler, elle évolue et c'est fait par petites touches, c'est fait parce que de temps en temps par la force des choses malheureusement elle est obligée d'évoluer, mais aussi par rapport aux rencontres qu'elle peut faire dans la série, des choses qui peuvent lui donner envie de se poser des questions sur son rôle, sur sa place, etc. Et puis on a un autre acteur que j'ai reconnu tout de suite, au début je savais pas qui c'était, c'est Chris Bauer, qui joue Dick Slayton, l'instructeur et le chef des équipes de vol de la NASA, qui était le shérif torturé et alcoolique Andy Belfleur dans True Blood. Je sais pas si vous avez regardé True Blood, mais il a une tête assez... il joue souvent un rôle de flic en fait, et là il joue un rôle d'inspecteur, donc quelqu'un qui est très... un visage un peu fermé, etc. Mais c'était intéressant de le retrouver. Donc là, c'était pour revenir sur les acteurs, mais j'ai fait un focus sur 3 d'entre eux, mais vraiment, ils sont tous vraiment très très bons de mon point de vue. Je ne sais pas si tout le monde a vu la série. Donc c'est vraiment une série que je recommande, même si encore une fois, je n'ai vu qu'une saison pour l'instant. Peut-être qu'il y a des choses qui vont évoluer. Je sais que la 2e saison a l'air de partir un petit peu plus sur l'affrontement Amérique-États-Unis. On verra comment ça se... Amérique-États-Unis, URSS, États-Unis. La guerre de sécession, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça, mais en tout cas,
c'est quelque chose, moi, qui m'a beaucoup plu. Alors, je sais pas si ça vous donne envie de suivre, mais. Ah si, carrément. Carrément. Ouais. Tu as dit combien d'épisodes pour une saison? 10. 10, hein. 10 par saison, c'est sur Apple TV+. Apple TV+, vous pouvez l'avoir pendant 7 jours gratuits, je crois, si vous voulez le tester. Voilà, c'est pour pouvoir l'écouter. C'est des épisodes d'une heure, quoi, à peu près. C'est ça. C'est plutôt 1h, 1h05. Il y en a quelques-uns qui sont un peu moins, et le dernier qui fait 1h16. Voilà. D'accord. C'est comme ça l'idée. Voilà ce que je pouvais vous dire, en espérant que ça a intéressé aussi les gens dans le chat. Oui, est-ce que je j'ai vois, pas du tout le non, temps alors de... ce que je vois pas du tout en fait, Nico. Non, ils ont même dit, tiens, Jean-Lien d'ailleurs, non vraiment c'est insupportable, sortez-le. Non, tu as Draven, voilà, c'est crédible, voilà, justement très intéressant car crédible par rapport au rideau de fer de l'époque où on découvre que ce que font les soviétiques au dernier moment, notamment. Voilà. Oui, parce que alors, je vais pas plus reprendre parce qu'on a le côté, timing, mais l'idée c'est effectivement de dire les Russes sont aussi à l'aveugle, les Américains sont à l'aveugle de temps en temps parce que ils découvrent les choses une fois qu'elles sont faites et effectivement ils sont tout le temps en train de parier sur l'avenir en disant est-ce qu'on va être devant, est-ce qu'on va être derrière. Il y a beaucoup de paris, ils savent pas toujours à quel point en sont les Russes. Voilà. Donc ce que je pouvais vous dire sur For All Mankind, et encore merci Draven d'avoir mis en avant cette série parce que j'ai passé un très bon moment. J'en profite pour saluer le Doc Zaius. Oui, tout à fait. Le t-shirt Gojira, c'était pour aussi rendre hommage au bruit, en fait, en même temps. Hein. C'est voilà. Ok, je vais laisser la parole à Marius. Je sais pas si on aura le temps de faire nos coups de cœur, en fait. Hein, mais bon, c'est pas grave. Moi, ça va être rapide. C'est pas très grave. Marius, je te lance ton jingle. Et puis, tu vas nous dire de quoi tu veux parler. Oui. As-tu vu les belles quenouilles? Les belles quenouilles dans le marécage! As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? Belle de merde. Il m'avait manqué. Bon, on a toujours pas compris quelle était la thématique de cette rubrique, mais c'est pas grave. C'est un peu le principe. C'est ce qui en fait tout le ouais, voilà, c'est pour ça. En fait, il me ressemble bien ce jingle parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Moi, je vais pas présenter de Galactica, de machin, de rien. Non, moi, je voudrais vous parler d'un manque. Et en fait, voilà, je suis encore parti à la déroute. Je voudrais vous parler d'un manque. Ce qui est bizarre chez moi, c'est que depuis un an, en fait, je suis certainement la personne à qui rien n'a manqué. En fait, j'étais super content. À chaque reconfinement, c'était une explosion de joie à la maison. J'avais une vie de saltimbanque, donc de photographe, de père, de mari, de travailleur. Car oui, je suis obligé de travailler, car si j'attendais un salaire de l'entrepode, en fait, je serais sous les ponts. Mais voilà, en fait, moi, je suis un mec qui courait partout et comme je l'ai déjà dit à un micro d'un podcast que je ne citerai pas, l'Entrepode, je disais que oui, tout s'est arrêté pour moi, mais aussi pour nous, pour le monde entier. Mais en fait, pour moi, ça a été salvateur. J'avais besoin de cet arrêt, d'arrêter de courir, de me poser, d'arrêter de dire oui à tout, parce que ceux qui me connaissent également savent que je suis un grand passionné de tout et n'importe quoi. Une feuille qui tombe, un hérisson, une table. Il dit oui à tout parce qu'il va chercher ma table demain. Je viens chercher une table. J'ai toujours aimé aller chercher une table. C'est un truc de dingue pour moi. Demain, je peux vous dire que c'est jour de fête. Marius. C'est un jour de fête. Et donc, ça fait un an que je me pose aucune question, mais quand je dis aucune question, ça fait un an que je suis hyper zen. Ça fait 47 ans que tu te poses aucune question. et en fait, tout va bien. Et d'un seul coup, tu te demandes comment que ça arrive, mais là, d'un coup comme ça, je me souviens exactement où j'étais. Donc, j'étais sur le marché de Sotteville-les-Rouen, à filer un coup de main à mon papa qui vend des œufs de plein air, du numéro 1, du gros calibre. Donc, 2 € les 6, 3,50 la douzaine. Hein. Vous demandez JP les œufs frais sur le marché de Sotteville. Et il est là-bas 2 fois la semaine. Le jeudi, il est à côté du boucher. Il est à côté du boucher Eli. Et le dimanche, il est derrière Eli. Donc, il faut faire attention. Mais normalement, en fait, à la fin de l'année, il doit garder la place du jeudi parce qu'en fait la place du jeudi il est mieux parce qu'il est à un angle et du coup il va toucher 2 angles en fait, donc il va carrément être mieux. Et puis là pour le coup normalement si vous avez bien calculé on est dimanche donc j'aurais dû être avec lui mais là c'est Nanette qui est partie parce qu'en fait il fallait que je sois au calme parce qu'il y a beaucoup de bruit dans la maison, il y en a qui passent la tondeuse et tout ça donc du coup elle est partie puis là elle est partie donner à mon père. Je sais très bien qu'il y a des clients qui vont dire alors il
il est pas là votre fils JP pour vendre des œufs. Alors Nanette elle va l'air toute fière. Bah non, il est en train de faire une émission, un podcast. Et là les gens parce qu'ils sont un petit peu, ils sont pas tout jeunes quoi. Ils vont dire bah c'est quoi un podcast? Puis elle va dire ah bah alors un podcast, mais alors là on s'embarque dans une explication. Donc j'en étais où moi? Donc c'est que j'en étais voilà. Donc du coup et là tu sais pas pourquoi, je reprends ma chronique comme ça, c'est reparti. J'ai ressenti un manque de dingue. Il était sur le marché, 11h32, mais pas un manque de restaurant, pas un manque de voyage, non, un manque complètement bizarre. Mais en fait, je sais pas si ça vaut la peine que j'en parle ici. Ah bah si, allez, ok, ça marche. Alors du coup, ce qui me manque, c'est bizarre, mais c'est l'avant-concert. Alors c'est un truc de dingue. Le moment où la salle se remplit, où il y a une ambiance qui plane, le calme avant la tempête, les murmures des gens, cette lumière légèrement feutrée, la scène légèrement éclairée, et en fait où tout le monde discute entre eux en fait, les gens qui sont assis, qui discutent tout doucement, et ce moment où la lumière tombe. Où là, on a une clameur, voilà, il y a un truc qui se passe en fait, il y a une clameur qui se fait entendre, c'est vraiment bizarre. Et je suis sincère pour le coup, j'ai raconté plein de conneries avant, mais là c'est vrai. Et c'est pas le fait d'être sur la scène et de jouer, parce que vous savez très bien, je suis musicien. C'est pas le fait de prendre des photos, vous savez, je suis photographe. Non, c'est cet avant-concert quand on est dans la salle, quand il y a cette ambiance, et c'est vraiment cette ambiance qui me manque, ce truc magique qui est là, l'instant d'avant. Et le pire, c'est qu'en fait, quand tu as une vie normale, tu te rends pas compte, tu vas à un concert, tu passes un moment, ça s'arrête, la musique démarre, tu passes un pur moment avec plein de monde, tu cries, t'applaudis ensemble, et ça se finit, tu repars, tu te poses même pas ce genre de questions, mais moi oui, je me les pose ces questions-là, et c'est vraiment ce manque, mais c'est énorme. Et je pense que mon futur concert, c'est ce moment-là que je vais savourer au maximum, cet avant-concert. J'ai ça aussi sur le Hellfest, en fait. C'est pareil. Ce qui me manque, c'est tout con, mais c'est d'aller de scène en scène. C'est-à-dire de partir d'une scène, d'aller à une autre, et d'un seul coup, on va dire, à 2, 3, 4, 500 mètres, t'as du gros son qui tombe, et là, d'un seul coup, t'entends gronder à 3, 4, 500 mètres, 10 000, 20 000, 30 000 personnes en même temps qui vont soulever un truc, quoi. Et toi, en fait, t'es simplement en train de te balader, enfin, d'aller d'une scène à une autre. Et c'est vraiment, voilà, je voulais vous faire part de ça. C'était rapide, c'était mignon, c'était sympa. Bah oui. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et j'en parlais avec Starlet il y a pas longtemps. Il y a un truc qui fait un peu écho à ce que tu dis, hein, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est qui marche tout le temps. C'est les premiers coups de grosses caisses sonorisées. À chaque fois que je suis sur une séquence, tu sens le boum boum boum. Et ça, à chaque fois, en balance, hein. En balance, la balance, où tu sens que ça commence à taper, et puis d'un seul coup, t'as la sono qui monte, et puis tu sens que le sondier, il est en train de faire ressortir les différents trucs, et que t'as les premiers coups de grosses caisses. À chaque fois, je sais pas pourquoi, ça fait 20-30 ans que je fais des concerts, et à chaque fois, ces premiers coups de caisse, ça te dit, là, ça y est, là, on est dedans, et d'un seul coup, ça me raccroche au. Je sais pas pourquoi, hein, ce sentiment-là, il est voilà. Mais je sais pas si vous avez la même ressenti, Ludo et Arnaud. Non, mais j'aime beaucoup l'anecdote de Marius, en fait. Carrément, quand tu parlais de l'avant-scène, c'est très, très. Je comprends complètement ce que tu veux dire. Vraiment, c'est vrai que c'est un moment comme ça, d'anticipation, d'excitation. Et c'est vrai qu'avec le confinement, là, en ce moment, c'est triste quoi. En fait, on est confiné dans le jus. Il se passe pas ça. Il y a pas cette excitation actuellement, je trouve. C'est vraiment ce qui manque. Et tu le traduis super bien, Marius. Enfin, je suis complètement d'accord avec toi. C'est très très fort ce que tu dis. Ouais, je trouve. C'est super bien exprimé, même si j'ai raté les 20 dernières secondes. Je te promets. Ah ouais, il a fallu que je m'absente. Mais bon, c'est bientôt sa rubrique. On connaît ça actuel. Mais j'étais carrément en phase, plus sérieusement, vraiment sur le côté l'avant-concert, voilà, c'est ce qui va se passer à ce moment-là, espèce de petite montée d'adrénaline. Ce truc qui attend, qui surgit. Donc vous aussi, hein, qui nous écoutez dans les gens disent la même chose. Hein. Ah bon? Il y a plein de gens qui sont dans le. Voilà, Ah putain, le sol qui colle à cause des bières renversées. À cause des bières renversées. Ouais.
Et il y a aussi Donc, G-Code qui dit j'adore le cafouillis de Marius. Mais Non, Et- j'étais bon là-dedans. Qui manque dans le Hellfest, mais oui, c'est le excellent. Hellfest. C'est Ouais. tellement vrai ça. Mais Ouais. on peut dire la même chose finalement. Ce que je disais en introduction, c'est vis-à-vis de Podren aussi. Là, c'est un, Oui, c'est un palliatif. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que là, c'est super sympa de vous voir, etc. Mais là, on échange toutes ces choses, même en live avec le chat, etc. Mais c'est pas pareil que. Je me rappelle le premier Podren où on avait commencé, il y avait quelques gens qui étaient un peu curieux, se demandaient un peu ce que c'était que l'entrepod, et puis après aller discuter tout de suite après l'émission avec les gens sur leur ça, c'était ressenti. cool. C'est complètement différent. Ouais. Alors là, l'avantage, c'est qu'on peut interagir en direct, mais cette proximité, ce côté très échange direct, partage, c'est quand même quelque chose qui est. C'est vrai que c'est ce qui nous reste manque. de ça, les échanges avec Thomas Crayon, avec Zaius, avec Fred, voilà, avec ouais, Draven, franchement, enfin on va pas faire on va en oublier sinon, donc désolé, mais toutes ces personnes-là qu'on a rencontrées, puis forcément l'organisation de Podren et puis la Ah non, grosse ça, déconfiture non, de moi, Ludo mais- lors du quiz, voilà, c'est des trucs qui nous restent comme ça, la honte qu'on s'est pris, voilà. Ouais, non mais vraiment, ouais, Marius, complètement d'accord avec ce que donc voilà. tu viens de dire. carrément en phase. Alors, et on croise les doigts pour que ça soit bientôt Pour que qu'un ça mauvais redémarre. souvenir. Eh oui. Donc, si vous voulez nous faire part également de vos manques, 3615 entre pods, Marius, vous à votre écoute. On saura prendre le temps pour vous aider dans cette phase assez compliquée. Sinon, là, entrepod.fr, vous l'avez juste derrière. Vous pouvez nous contacter comme vous Oh là voulez, là, ou sur les ouais. réseaux sociaux. Il a Wow, arrêté le 3615 Magnifique. Le 3615, on l'a arrêté cette semaine, toi, c'est pas de bol. Ah merde. C'est Bon, pas bah, de bol. ok. Eh ben, merci beaucoup, Marius. Merci. Alors, bon, bah. Alors, il y a Didouille tiens, qui il y a arrive. une didouille, il y a une petite Il y a un bras de didouille. Didouille là. Ouais. Didouille. Il y a un bras de Didouille et un Eh ben, lapin. Didouille, il y a Ah, un Didouille, petit, elle a petit fabriqué ses lapin. Voilà, Ah. fait ses petits lapins de Pâques. Oh, les petits Ah, on croirait, lapins c'est vivants. pas loin des petites hermines de Podren. Faire Ouais. le ménage à la maison. C'est pour faire le ménage à la maison, elle dit. C'est des petits Oh, lapins de ménage. C'est un coup à se prendre un procès, ça, en prenant ce genre d'accent-là maintenant aujourd'hui. Hein. C'est dangereux, faut faire gaffe. Eh ben, attends, en parlant de trucs dangereux et qu'il faut faire gaffe, je crois que la transition est toute trouvée. Voilà. Parce que Donc nous c'est un allons cadeau laisser pour la vous, les parole gars. à Didier, vous JR. êtes sérieux, Il merci. faut expliquer, c'est faut gentil. expliquer à ceux qui connaissent pas que JR, je vais lui céder ma place et que c'est un gars super méchant et que pour rien au monde je ne cautionne ses propos. Les gens qui sont dans la chatroom, pardon, La doivent le chatroom. connaître. La chatroom, non, j'aime bien Les la gens qui sont dans la chatroom. chatroom. Dans la chatroom, pareil. Et ben vous allez voir, JR, c'est l'alter ego maléfique d'Arnaud. Donc voilà, il est là pour nous apporter son point de vue sur la vie, sur plein de choses. Et ben c'est à lui. Mais pourquoi est-il si méchant? Vous pouvez m'appeler JR. Bonjour, hein. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Jean-Robert Frégin, hein. Enchanté, mais vous pouvez m'appeler JR. Hein. Ouais. Bonjour à la sympathique équipe de l'Entrepod, un certes amputé d'une bonne moitié et à distance. Bonjour à nos amis de Podren, à nos poditeurs et aux internautes qui nous regardent sur Twitch. Oh, j'ai l'impression d'être le Samuel Etienne du pauvre. Alors l'Entrepod, on n'est pas au complet? En même temps, à part Monsieur Marius, vous avez fait dans la qualité, il n'y a que les meilleurs. Un petit mot pour les absents tout de même. Hein. Mme Christelle, la petite nouvelle, elle n'a pas voulu venir, trop occupée à chercher les œufs de notre Monsieur Freddy National pour lui fêter dignement son anniversaire. Hein, au passage, une petite pensée pour notre Freddy. Hein. En avril, ne découvre pas d'un fil qu'on lui avait toujours dit. Et voilà qu'on apprend cette semaine la mort de Gérard Filippelli, un fil, ancien membre des Charlots dont il est un fan absolu. Christophe non plus n'a pas pu venir, hein, on le disait. C'est que, comme chaque année à cette époque, il est recruté par les EHPAD pour se cacher dans leur jardin. Avec son crâne tout dégarni, ça fait un gros œuf tout lisse que les pensionnaires épargnés par la Covid auront plaisir à trouver et même à caresser, histoire de retrouver au passage un peu de chaleur humaine. Quant à Mme Didouille, hein, qu'on a entreaperçue là, elle se réjouissait de participer, hein. Mais c'est à la suite des tests techniques de cette semaine, dont j'aurai l'occasion de reparler, qu'elle a été interdite d'émission. À cause de sa voix surpuissante, elle a endommagé 2 tables de mixage. Oh, les organisateurs lui ont interdit de remettre les pieds à Podren. Et les habitués de Podren, ils se demandent forcément où est passée Mme Starlet. Mme Starlet, elle a démissionné de l'Entrepod en 2020. Oui,
Ah, elle serait dans les parages, visiblement. Elle a démissionné de l'Entrepode en 2020. On le sait peu, hein, mais c'est Podren qui l'a poussée à cette extrémité. Elle avait clairement annoncé la couleur. Hein. Si on refait Podren, c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Hein. Je quitterai l'Entrepode. Voilà, c'est fait. C'est vrai que avec le rythme ralenti imposé par la Covid cette année, on a l'impression qu'un épisode sur 2 est un épisode à Podren. Ça devient lassant. Ouais. On a l'impression d'être dans un jour sans fin. Une épreuve usante, c'est très très long. L'impression de jamais en sortir. C'est comment ça la Covid? Non, moi je parle de Podren. Il est interminable ce week-end. Et dans interminable. Enfin, en fait, faut pas se le cacher, personne n'avait envie de venir à Podren, hein, surtout pas en distanciel. Parce qu'en présentiel, au moins, il y a à manger. Hein. Mais il n'y a que Monsieur Nico qui était vraiment partant dans le fond. Hein. Et faut dire que son petit plaisir de confiner à Monsieur Nico, c'est de faire Podren en slibard, avec un deuxième écran branché sur YouPorn, tout en se sachant observer. Monsieur Nico, on peut voir vos mains, s'il vous plaît. Merci. Alors, Monsieur Nico, faute de volontaire, il a fini par imposer un tirage au sort. Réquisition, comme les personnels soignants, les gars. Hein. Et dimanche soir, quand on sera sorti de cette galère à 20h, je me mets sur mon balcon et je vous applaudis. Et voilà comment on se retrouve avec un Entrepode forcément un peu bancal. Ouais. Au fait, les organisateurs, vous nous entendez là? Je réalise qu'on avait oublié de vous prévenir lors des tests. Monsieur Marius, il capte mal. Non, c'est pas un problème de connexion, non, il capte mal, même en vrai. Hein. Ouais. Monsieur Marius, c'est l'incarnation à lui seul de l'économie du podcast amateur. Un micro à 20 balles, conseillé par l'équipe de Podren, et une intro à 2 balles. Oh l'enfoiré. Monsieur Nico, il dit souvent que Walter Proof, il a Pompidou, son chien. Et que lui, il a Marius. Regardez-moi son poil luisant et ses petits yeux brillants. On a envie de prendre sa petite gueule de Matthew McConaughey acheté sur Wish entre nos mains et d'y frotter le cuir chevelu. Je parle de Walter Proof parce qu'il intervient cet après-midi pour son WAPEX. Enfin, une spéciale son mystère. Une rubrique clé du WAPEX. Ouais. Alors, le WAPEX, c'est une émission d'1 heure avec 45 minutes de découverte sonore et 15 minutes de G-code qui laisse un message sur le répondeur de Walter pour expliquer ce que n'est pas le son mystère qu'elle n'a pas trouvé. G-code, vous la connaissez pas? C'est ce qu'on appelle techniquement une Bernard Lermite de podcast, un genre de tic podcastique. Ouais. Au fait, Mme G-Code, j'espère que vous êtes là sur Twitch. Hein. En fait, je dis ça, je l'avais écrit, mais je sais que vous êtes là. Hein. Vous vous souvenez qu'une fois que la Covid disparut, vous vous êtes engagé à accueillir dans votre boutique toute rénovée un intermittent de l'humour pour son spectacle Marketing du rire, là, dont je mets le lien dans le chat de Twitch pour les 4 auditeurs qui nous suivent. Quoi, du placement de produits? Pas du tout, c'est de l'information. Tiens, c'est parti, hop. On ira le voir tout à l'heure. Hein. Reste qu'à si peu. Et d'autant plus en comptant M. Marius, on avait une angoisse. Comment tenir 1h30? Je dois avouer que jusqu'à hier, je séchais un peu sur ma chronique. En même temps, moi, si moi je séchais, Monsieur Lulu, alors, lui, il était complètement lyophilisé. Hein. Encore hier soir, je crois. Je savais qu'il fallait que je me réimprègne de Podren pour que l'inspiration revienne. Alors, de manière un peu masochiste, mais parce que le devoir l'imposait, je me suis forcé à écouter la journée d'hier. Alors, les organisateurs nous avaient prévenus. Hein. Les journées d'un week-end de Podren, c'est comme les crêpes bretonnes. La première est toujours ratée. Ouais. Ça s'est confirmé. Hein. Comme je le disais lors du précédent épisode, je craignais que l'Entrepode ne soit en fait l'invité d'un podcast de cons. Comme un guide d'idées de cons, mais pour les podcasts. Sauf que là, c'est pas le mercredi soir, mais le dimanche midi. C'est le principe des faire-valoir. Hein. Surtout quand tu as vu qu'au programme, il y a l'avocate de victime du Bataclan, de Nice et de la famille de Samuel Paty. Là, je me suis dit, Podren, ils sont sur une mauvaise pente. Ils filent un mauvais coton. Là, qui se mettent à faire dans le sérieux. J'ai vraiment eu le pressentiment qu'on allait nous demander de présenter notre Tour Eiffel en boîte d'allumettes. Hein. Et puis finalement, mis à part cette émission à la thématique tout sauf légère, hein, la terreur, l'écoute de la journée d'hier m'a plutôt détendu. Alors, on est peut-être invité à un podcast de cons, mais visiblement, on n'est pas les seuls convives à table. Alors, si ça m'a permis d'humer l'ambiance en termes de médiocrité des propos, il me manquait un déclencheur pour me replonger totalement dans l'ambiance et alimenter ma chronique.
Et le déclic, je l'ai eu quand j'ai croisé les 2 ados confinés de monsieur Arnaud, ouais, à l'hygiène encore incertaine, qui trempent dans leur jus devant des jeux vidéo, en écoutant du rap à longueur de journée, enfermés dans la même pièce. Ah, c'est en les reniflant que j'ai eu une réminiscence de la salle de Podren en 2018 et de ces geeks embinousés à l'odeur âcre. Et là, l'inspiration est venue. Oh, heureusement qu'elle est venue, hein, parce que là, nous y sommes. Hein. En plus, on est filmé. Hein. Il faut sourire et donner l'impression de s'amuser. Quel week-end pourri, tiens, vivement la reprise du boulot. Non, quand j'y pense, pour fêter la 60e et la 60e de l'Entrepode, j'imaginais autre chose que derrière un écran dans la chambre du fils de monsieur Arnaud. Hein, je me retrouve à fêter ça en ligne avec 3 autres geeks, là, une sorte de chat roulette rennais. Ouais, la déprime. De quoi vous filer un cafard, pas possible. Ah d'ailleurs, Podren, tiens, plutôt que l'hermine bretonne, vous devriez pas plutôt opter pour un cafard comme symbole? Non, ça sera plus adapté à mon avis. Hein. Mais admettons hein, que vous souhaitiez absolument affirmer votre enracinement breton. Mais alors, il faudra aller au bout de votre démarche. Ah tiens, la devise de votre chère Bretagne, Kentock, Mervel, Eget, Bézanne, Sautret. Bon, pardon pour mon accent un peu approximatif. Hein. On peut la traduire, même si mes vieux souvenirs de breton deuxième langue laissent à désirer, plutôt la mort que la souillure. Il faudrait être en phase avec votre devise, les gars, et penser à l'euthanasie de votre festival moribond. Hein, parce que, comme je l'ai expliqué, je l'ai écouté votre festival hier, les gars, et côté souillure, il y avait du niveau. Hein. Ah, je peux vous assurer que de vrais Bretons seraient déjà donné la mort. Hein. Ou alors, vous n'écoutez pas votre propre festival, ce qui me semble dans l'absolu le seul début d'explication réellement valable à la venue pour la 3e fois de l'Entrepode. Ah, mais il faut que je garde mon calme, Hein. Monsieur Nico, il m'a appelé hier sur un ton assez menaçant. Hein. Attention, JR, on met de l'huile dans les rouages. Hein. Faut pas cracher dans la soupe non plus. Non, faut pas cracher dans la soupe. Ils sont cool de nous accueillir à Podren, alors mollo. Ah, on ne me musellera pas, non mais cracher dans la soupe mais si Podren est une soupe, croyez-moi, c'est pas un petit potage maison avec des navets du jardin et des poireaux de la map du coin, saupoudrés de persil fraîchement coupé et parsemés de genièvre. Hein, non, tu parles, si Podren était une soupe, ce serait plutôt une grosse conserve de bisques de homard Liebig qu'on a ouverte 3 semaines plus tôt, qu'on a oublié au frigo et qu'on réchauffe au micro-ondes en se régalant à l'avance à l'idée de déguster le petit dépôt rosé qui s'est formé en surface, hein, qui se situe entre la croûte ramollie et la peau de lait trop cuit. Ouais. Voilà ce que c'est la soupe Podren. Ouais. Alors cette soupe, monsieur Nico, croyez-moi, quelque chose me dit que si je crache dedans, elle pourrait même être meilleure. Ouais, vous n'aurez pas ma liberté de penser comme le disait le philosophe. Ah, Podren. Ah, comme nous expliquait tout à l'heure monsieur Marius, le meilleur moment d'un concert, c'est certainement l'avant-concert. Hein. L'attente, le petit verre de bière. Et il en sait quelque chose avec son expérience de Ken Kiyou, le groupe dont il était le batteur. Le meilleur moment d'un concert de Ken Kiyou, c'était clairement avant le concert, hein, quand les spectateurs avaient encore l'espoir qu'il soit annulé. Quel niveau de salopard. Les participants à Podren, ils ont évité le pire l'an dernier, hein, un concert live de Ken Kiyou. Merci la Covid. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est que la maladie a heureusement été éradiquée cette année. Hein. Mais non, pas la Covid. Ken Kiyou. Podren 2022 pourra se tenir en toute sécurité en présentiel, sans risque d'apparition de cette dangereuse affection, symptomatique d'une perte sévère de l'audition et ou du bon goût. Ouais, le seul geste barrière connu était le port du casque. Non, pas du masque, du casque, anti-bruit. Ouais. Heureusement, Ken Kiyou s'est dissous un beau jour de 2021 où ses membres se sont enfin décidés à écouter leur propre album. mieux que la secte du temple solaire, hein, un vrai suicide collectif. Ouais. Où voulais-je en venir? On croirait une chronique de monsieur Marius. Bah oui, Podren, c'est comme un concert pour monsieur Marius, justement. Le meilleur moment, c'est encore l'avant Podren. Ah oui, notamment quand on se retrouve sur le serveur Mumble pour tout préparer en amont dans la semaine qui précède en vue du jour J. Ah, on peut prendre rendez-vous à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Hein. Bon, les gars sont visiblement chômeurs ou intermittents. De toute façon, et tout ça, c'est blanc bonnet et blanc. Hein. Bon. Et ils sont là à boire des binous en ligne, prompts à dézinguer quiconque ose se pointer dans leur salon gribouillis, hein, sans être ingénieur du son.
Ah oui, alors l'équipe de l'Anthropode est arrivée à 20h, heure du rendez-vous, plutôt dans un bon esprit, genre préparation de festival sympatoche. En souriant, les gars de l'Anthropode, ils ont essayé d'entamer un dialogue sympathique. Mais l'accueil était passablement froid, hein. Bah déjà, Monsieur Nico était en retard, ce qui avait passablement énervé Azertov, qui craignait de rater son rendez-vous quotidien avec Plus belle la vie. Et puis, Monsieur Lulu, qui avait des problèmes de micro, là, il s'est fait passer un savon entre quatre yeux dans un petit salon privé par un des gars. Et puis surtout, c'est là que Monsieur Marius, toujours aussi maladroit, bah, il a appelé Randall Gandalf. Ah oui, c'est vrai. Le faisant rentrer dans une colère noire. Moi, c'est Randall Flagg, mais le vrai fléau, c'est toi. Et tout sauf un king. C'est tout soudain enflammé. Ouais. Et c'est là qu'il a fait une victime collatérale. Monsieur Arnaud, qui avait rien demandé à personne. Randall l'a interpellé. T'as la version 1.3.2 de Mumble? Bah c'est n'importe quoi, tu me télécharges la dernière version, puis tu reviens. Avant ça, tu me parles pas, espèce de cave. Hein. Ah, c'est bien un loser de l'Anthropode, hein, quand tu sais que le meilleur d'entre eux, c'est Nico, c'est de dire le niveau, quoi. Ah bah ça y est, les gars, le revoilà. Ah bah bon, le NAS, tu m'entends là? C'est quoi cet écho insupportable? Bon, tu vas dans configurer, réglage. Là, tu mets l'annulation multicanaux de l'écho sur désactivé. Ton maintien de la voix, il est bien à 0,58. Oh les gars, le loser. Il a son maintien de la voix à 0,47. De toute façon, vu le contenu d'un Anthropode, qu'on les entende ou pas, ça changera pas grand-chose. Hein. Oh l'abruti, t'as une qualité à combien? À 0,96 kilobits. Bon, ça ira pour cette fois, mais qu'on t'y reprenne pas. Hein. Pas si vite. Dernier détail. En ta sortie audio, c'est quoi ton tampon de gig par défaut là? Quoi? 10 millisecondes? T'es un gueudin? Qu'est-ce qu'on va foutre de toi, mon pauvre? Non, pire que des gendarmes appliquant les règles ubuesques du confinement à un pauvre citoyen qui ne sait pas à quelle attestation se vouer. Bah oui, clairement, quand un podcasteur arrive sur le Mumble de Podren sans être titulaire d'un master d'ingénierie du son, il a l'impression d'être aussi indésirable qu'une femme dans un bar de Sevran. Bah, tu te sens pas à l'aise, quoi. Bois un coup. Pardonnez-moi, je bois un petit coup. Hein. On sait pourquoi leur association s'appelle Bad Geek. Hein. Ce sont des geeks et ils sont méchants. Ah ouais. Non, mais non, en fait, je taquine complètement, je taquine. On rigole. Hein. Et ils sont très sympas à Podren. C'est pas du tout passé comme ça, non. Ils sont hyper bienveillants. D'ailleurs, ils ont pris Monsieur Nico sous leur aile. J'ai pu assister à un vrai coaching personnalisé par Azertov. Ouais. Attention. Reprends ton souffle. C'est qu'à Bad Geek, ils connaissent le souci de Monsieur Nico, hein, sorte d'éjaculateur précoce du podcast. Oui, en 2020, nous avions le privilège de recevoir un vrai césarisé, en la personne de Vincent Blanchard, au micro de l'Anthropode. Et voilà qu'aux 3/4 de l'émission, Monsieur Nico, certainement trop excité à force de caresser le César apporté par notre invité, craque bêtement et met fin à l'enregistrement sans que personne s'en rende compte. Et bien à Podren, ils lui ont filé 2-3 trucs de professionnels pour pouvoir boucler ses enregistrements jusqu'au bout. Hein, bah, tu vois, Nico, le bouton avec le rond rouge là. Bon, bah ça, t'appuies dessus au début de l'émission et tu verras, c'est magique, ça lance l'enregistrement. Ouais. Et surtout, t'appuies pas sur le bouton carré, Nico. Non, surtout pas. Non. Et non, Nico, t'appuies pas non plus sur le bouton avec les 2 barres parallèles là. Ça s'épose. Mais je voulais même pas t'en parler pour pas t'embrouiller. Ça sera pour l'an prochain quand t'auras un peu upgradé ton niveau, quoi. Ah, enfin, au moins en laissant la main à ces rustres techos bretons, hein, on est certain qu'on aura un Anthropode enregistré, un Anthropode enregistré du début à la fin. C'est l'avantage. Non, le véritable malaise, c'est quand M. Arnaud est revenu la nuit pour s'entraîner à faire des manipulations sur Mumble sans se faire vilipender ni ridiculiser. Ouais, débarquant sur le susnommé salon Gribouillis à 2h20 du matin, sans prévenir, il trouve péremptoire David, Azertov et Randall Flagg en grande conversation avec un certain Matt Caillou. Et il ne remarque pas M. Arnaud, et il se garde bien d'intervenir dans une conversation un brin mystérieuse dans laquelle il est question d'un explorateur portugais du XVe siècle. Alors il se fait discret, il y est question de céder les droits de Podren à Magellan. Matt Caillou, Magellan. Bah c'est là qu'il a compris. Derrière le pseudo grossier de Matt Caillou se cachait Mathieu Gallet. Bah oui, l'ex-président de Radio France et cofondateur de la start-up Magellan.
un Oni des purs et authentiques chevaliers blancs du podcast. D'abord, pompeur et honté de flux RSS, leur modèle à Magellan, il a pivoté au bout de 6 mois devant la levée de bouclier des podcasteurs natifs, tellement fiers de rester dans l'ombre, alors même que le charismatique Monsieur Gallet leur offrait la lumière. Au Magellan, finalement, depuis 2020, ils ont pivoté, ils sont maintenant producteurs de contenu de développement personnel haut de gamme, avec des vedettes de télé et de radio pour, je cite, des urbains CSP++ qui sont en quête de sens et ont besoin d'être inspirés par des personnalités. Eh bien, figurez-vous que M. Arnaud, il a découvert qu'il s'apprête encore à changer de modèle, Magellan. À force de pivoter comme ça, ils vont finir comme des toupies. Et en s'associant avec les traîtres de Podren. Ouais, Mathieu Gallet, il veut maintenant s'appuyer sur la fraîcheur du podcast amateur, mais revisité par des vrais pros. Ils vont donc commencer en faisant rejouer ce week-end de Podren qu'on écoute par des vraies pointures de l'audiovisuel. Ces salauds de Rennais ont vendu nos contenus à Gallet et Perticos pour 3 millions d'euros. Il fallait que ce soit dit. Monsieur Nico, je suis désolé, c'est Koé qui va animer l'Anthropode. Stéphane Bern reprendra le rôle de Monsieur Lulu. Le rôle de Monsieur Arnaud, il sera tenu par Baptiste Giabiconi. Pour trouver le physique le plus approchant possible. Mais il cédera sa place pour mon papier à Omar Sy. Ah oui, pour apporter une dose de bonhomie et de sympathie à mon personnage. De toute façon, il n'y a plus un projet à succès qui puisse être imaginé sans Omar Sy. Alors, quant à l'intro de Monsieur Marius, elle sera reprise par Kenji Girac. Manouche, bien plus bankable que vous, mon pauvre. Pour votre chronique, j'en suis désolé, mais elle sera visiblement sacrifiée sur l'autel de la sacro-sainte rentabilité, si chère à ces winners libéraux adeptes de la Startup Nation qui ne prennent aucun risque qui ne soit calculé. Donc vous comprendrez qu'ils ne reprennent pas votre rubrique, quoi. Et il en sera de même pour tous les podcasts présents ce week-end. Je crois que Youpi la vie sera rejoué par Flavie Flamand, Sophie Davant et Cyril Ferraud. Et Pod Monstre Trésor par Tex, Bruno Guillon et Virginie Despentes. Une honte. Les Rennais, vous n'avez pas honte d'avoir vendu votre âme au diable? Mais quand j'y pense, avec le distanciel finalement, qui nous dit qu'on est à Rennes? C'est vrai ça? On parlait des complotistes alors, Monsieur Lulu, là. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'on est vraiment à Rennes? Ça se trouve, on est victime de malfaisants qui se jouent de notre naïveté. Nous autres podcasteurs en mal de gloire, sommes comme de vieux célibataires de la Creuse en mal d'amour. On est prêt à croire n'importe quel bobard pourvu qu'on nous montre un peu d'attention, quoi. C'est bizarre quand même ces messages de Podren sur Messenger, vous trouvez pas? Tu sais que j'aime beaucoup ton podcast. Je le trouve très intéressant. J'adore les intros de Monsieur Marius. Les Madeleines de Prout de Monsieur Lulu, les chroniques podcasts, séries ou jeux vidéo de Monsieur Nico et Arnaud, alias JR. Je le trouve très beau, JR. Moi aussi, comme l'Anthropode, j'aime Akira, les Charlots, Feu Chatterton, Quentin Tarantino et les Monty Python. Allez, viens passer le week-end avec nous. Au passage, tu mettras dans notre Tipeee. Ah oui, le Tipeee, on est bien placé pour le savoir. C'est le mandat cash du podcast. Ouais. En fait, ça se trouve, on n'est pas à Rennes. David et péremptoire. C'est quand même bizarre que leur adresse IP soit domiciliée en Côte d'Ivoire tout de même, non? Non. Mais ça se trouve, c'est pas Podren ici, c'est Pod Abidjan. Et en fait, on a affaire à une bande de brouteurs malhonnêtes qui abusent de la crédulité de podcasteurs quadragénaires, voire quinquas, Monsieur Lulu, en mal d'amour d'auditeurs. Et puis voilà qu'après coup, nous on est tout honteux de s'être ainsi laissé abuser. Les gars nous ont roulé avec un pauvre fond d'écran zoom de la rue de la Soif et un album de Nolwenn Leroy en fond sonore. Tout ça sur Twitch, devant des milliers, devant des centaines, devant des dizaines, devant des témoins, quoi. Ça serait la honte, Monsieur Nico, rien que pour ne plus nourrir ce terrible doute, vivement l'an prochain, qu'on vienne sur place, à Rennes, vérifier qu'on est bien en terre bretonne et qu'on ne s'est pas fait mener en bateau et qu'au fond, les organisateurs de ce festival, fort sympathiques au demeurant, nous apprécient réellement, non pour notre argent, mais pour notre talent. Il y aura à manger, on picolera avec eux et l'alcool aidant, je suis certain qu'on finira par trouver ça sympa. Merci de votre attention. Bravo Arnaud. Dis donc, quel talent. Bon, t'as un beau succès sur le chat, en tout cas, ça
Ça fait plaisir à voir. Il y a des gens qui te découvrent et c'est un super papier. Alors le lien n'est pas passé, mais vous pourrez retrouver le spectacle MDR d'Arnaud très prochainement. Alors le temps imparti est arrivé à son terme, donc on va passer sur les coups de cœur et coups de gueule. T'es sûr? Non, 3 minutes seulement. Hein. Il va passer dessus, en fait. On va passer dessus. Ah, on va passer dessus, donc c'est-à-dire qu'on les fait pas. Ça veut dire ça, en gros. Ah, d'accord. Pour le prochain coup. Vous me dites rien, moi, à chaque fois. Putain. Bah, je l'improvise à l'instant, là. Donc, on arrive à la fin de cet enregistrement. Encore merci à l'équipe de Podren de nous avoir conviés pour l'organisation et la technique. Merci, les gars. On ne s'associe pas à ce que vient de dire Arnaud. C'est pas hier, pardon. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Vous retrouverez tout ce dont on a parlé sur l'article de cette émission sur entrepod.fr. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, nous témoigner de votre soutien sur Twitch en laissant un pourboire, qu'il soit ponctuel ou régulier. Sur Apple Podcast et les autres applications de podcast, vous pouvez nous témoigner votre soutien avec des étoiles et des commentaires. Mais le plus important, ce sont vos retours. Comme on l'a déjà dit, vous pouvez nous rejoindre. On a un Discord, un serveur Discord pour échanger, pour partager des bons plans, de la bonne humeur, etc. On se retrouve certainement prochainement. On ne sait pas quand, mais on s'est rendu compte en préparant ce Podren, comme on l'a dit, que en se voyant, ça apportait quand même un petit truc complémentaire qui pouvait compenser. L'éloignement, parce que notre effectif, on est 8 d'habitude, c'est difficile de nous retrouver facilement autour de la table en ce moment, mais on va peut-être essayer de continuer avec ce format-là. En tout cas, merci à tout le monde, merci à vous trois, les amis, merci à Podren, trop cool. Merci, ouais. Et à tous ceux qui nous ont suivis. À plus tard et bonne fin de festival surtout. Bon festival. À bientôt. Salut. Au revoir.